Salut à tous, même les femmes. Et aussi les enfants, tous. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Tu as un sacré culot de venir ici. Installe-toi, j'arrive tout de suite. Y a pas de quoi s'exciter. Tu te défends bien, jeune homme. Moi, c'est Dash. Si tu veux bien me suivre, on va te trouver ce que tu cherches. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Loutrider. J'espère que vous avez aimé cette introduction thématique. Pour cet épisode spécial Saint-Valentin, j'ai tenté d'imiter le thème de l'amour dans Star Wars et c'était effectivement raté. Heureusement, j'ai des invités pour corriger le tir et tout d'abord, il y a Phobos. Bonjour, Ça va ou quoi? ça va très bien et toi? Contente d'être de nouveau à bord de Loutrider? Je suis ravie. Pas de points sur Galaxy's Edge aujourd'hui, désolé. Je suis moins ravie. Ok, mais on fera ce qu'on peut. Il y a aussi mon fidèle copilote, Jibouille, a.k.a. Chibou, a.k.a. la personne qui n'a pas de micro aujourd'hui. Si, ça y est. Ça y est? Parce que Constance m'a prêté le sien. Waouh! Elle est quand même super sympa. Ouais, on rappelle qu'elle t'a aussi fait À manger. une petite omelette de tonton. Non, je ne sais pas ce qui pond des œufs dans Star Wars, mais, Moi non plus. Mais des en tout cas, porgs. c'était très Une bon. petite Ah oui, omelette de une porg. omelette de porg, voilà. Délicieux, avec cette petite sauce au lait vert de Acto. C'était très bon. Une régalade. Une régalance même. Voilà. Oh. T'inventes des mots ce soir. c'est Exact. On est dans le néologisme, on est dans l'amour des mots, on est dans l'amour tout court. Et l'amour fraternel, puisqu'à ma droite se trouve le dernier héritier de la contrebanderie, Pierre Claudel. Bonsoir, Ça va? ça va bien et T'as toi? pas de pseudo en fait? Je Non, me j'ai rends pas de compte. pseudo. T'es à visage découvert. Je suis à visage découvert, je suis à nu. Exact. Oula. Oula, Ouais, c'est chaud. c'est chaud, mais je suis un contrebandier entier, tu vois. Je ne Voilà. me cache pas derrière un pseudo. Ah, pas comme Han Solo. Oh, ça clash direct. En tout cas, moi je suis content que pour un podcast sur l'amour, tu fasses honneur à Luc et les gars et que t'aies invité ton frère. Exact. Voilà. Mais avant de passer justement à ce thème spécial Saint-Valentin qui n'est pas l'amour dans Star Wars mais les couples. Ah, petit twist, hein, vous y avez cru? Vous avez cru qu'on Tu était... t'es gouré dès le début du podcast finalement. Pourquoi? Non, mais oui, mais c'est un podcast sur l'amour quand même parce que généralement les couples c'est mieux quand ils s'aiment. Mais enfin, on va voir que c'est pas toujours le cas. Pierre, vu que c'est ta première intervention à bord de l'Outrider, merci de nous dérouler un petit peu ton CV Star Warsien avec ton premier souvenir de la saga, quel qu'il soit. Alors, mon premier souvenir qu'on a parlé un peu en off avant, j'ai pas de souvenir précis, mais je me souviens juste d'avoir été initié par le capitaine de l'Outrider. Ah bon? Étant très jeune, à l'aide de cassettes de la trilogie originale. Mais j'ai aucun souvenir de savoir laquelle épisode en premier. Je me souviens juste de ces cassettes qui ont été utilisées encore et encore jusqu'à être totalement défoncées. Je crois que le pire, c'était notre cassette de l'épisode 1 où on avait utilisé du scotch noir pour éviter que comment on appelle ça? La bande? Non, pas la bande, mais le poster, entre guillemets, tu sais, l'image que tu as sous le film plastique de la cassette. La jaquette. Voilà, donc La l'image jaquette de la du film. jaquette, on La est très jaquette de la fort. cassette ne s'enlève pas. Exactement, donc Ouais. t'avais un bon gros cadre Ouais, je en me scotch. souviens encore. La boîte de la cassette était dans une espèce de doré dégueulasse. Exact. Et il y avait du scotch dessus pour maintenir la jaquette. Le même doré que l'édition spéciale d'ailleurs, il me semble. C'était cohérent, peut-être. jusqu'à ce qu'on arrive au DVD. Et t'avais Voilà. peut-être saigné aussi le premier Clone Wars, puisque t'étais assez petit en fait quand on a Ouais, parce qu'on avait les DVD du coup. Mhm. Donc, ouais, Waouh, on était déjà dans le turfu. Waouh. Les DVD Les quoi. DVD, tu te rends compte? Donc, le premier Clone Wars, que j'ai beaucoup regardé et qui reste toujours un de mes œuvres Star Warsiennes, je sais pas si ça se dit, Mhm. Si, ça se dit. Préféré. Ici, ça se dit. parce que voilà, c'est de la frappe en termes de mise en scène, en termes d'histoire. Et ça reste un bien meilleur épisode que l'épisode 2, voilà. Ouh, hot takes ou peut-être pas. Nous allons en discuter tout de suite en parlant des couples dans Star Wars. Chibou, décollage mon con. Ça redémarre. Faites préparer une navette. Je vous parle des modèles de combat Corelli à double rayon. Leader rouge au rapport. Leader gris au rapport. Leader vert au rapport. Nos chasseurs sont au complet. Volet de fermeture en position d'attaque.
puisque nous sommes très originaux à bord de l'Outrider et que nous aimons les plans bien huilés, ceux que quand ils ratent, vous pouvez vous les carrer quelque part si vous aimez Die Hard. Cette référence est beaucoup trop longue, mais nous allons commencer avec la prélogie, puis on va aller dans la trilogie, puis on va aller dans la postlogie, juste après un petit détour par l'univers non canonique, aka légende en français, aka, parce que après tout, aka c'est de l'anglais, Legends, hein, outre-Atlantique ou outre-Manche. Et on commence tout de suite avec un très gros morceau, puisque on est dans la chronologie Star Wars, et donc ça commence avec la menace fantôme, qui nous introduit une relation assez étrange entre Anakin Skywalker et Padmé Amidala, qui va évoluer ensuite dans l'attaque des clones, un petit peu dans cette saga animée dont parlait Pierre tout à l'heure, qui est Clone Wars, puis dans la revanche des Sith. Mais ça, vous le savez. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est l'avis de nos panélistes sur ce couple d'anthologie. Et j'ai envie de donner la parole à Phobos qui affiche un sourire aussi alléchant et étrangement fascinant que celui du Rancor, moins les dents. Voilà. Bien Banta. Je m'offusque. Non, mais t'as un côté, je vais le bouffer, tu vois ce que je veux dire. Le Rancor, quand il a vu Luke Skywalker, il s'est pas posé de question, il a dit je vais le bouffer. Donc vas-y, bouffe-nous, cuisine-nous ce couple qui n'est évidemment pas, d'après ton visage, ton préféré. Bah, en fait, j'ai un rapport assez particulier à ce couple de la saga Star Wars, tout simplement parce que, ayant grandi avec la prélogie, forcément, c'est des personnages auxquels je me suis attachée très jeune, et du coup, à l'époque où je regardais moi aussi la cassette VHS en boucle, j'avais pas le recul nécessaire pour me rendre compte un petit peu de ce qui se tramait réellement. Et si en plus on rajoute à ça le fait que j'avais un vieux crush tout pourri sur Anakin, alors autant vous dire que le manque de recul était... ça sort les dossiers. Hein. Sur Jack Lloyd ou sur Hayden Christensen? Non, Hayden, quand même. On ne sait pas. Et du coup, j'ai grandi sans trop me poser de questions sur leur Hayden couple. cheveux longs ou Hayden cheveux courts? Non, cheveux longs. Ah bah oui. Genre dark bad boy, tu vois, je suis trop torturée, trop edgy. Voilà, hein, on a tous des erreurs de jeunesse. Beauté. Et même si je trouvais qu'effectivement, c'était quand même un peu bizarre la manière dont ça se finissait dans le 3, etc. Et vu que j'ai continué à les re-regarder en grandissant et plus récemment, on se rend compte qu'en fait que la relation est très bizarre dès le premier épisode. Et alors dans le 2, c'est festival. Enfin, il y a Padmé qui exprime d'ailleurs verbalement le fait qu'elle est dérangée par l'attitude d'Anakin, quoi. Qu'elle lui dit arrête, tu te mets mal à l'aise, parce qu'il est tout le temps en train de la regarder avec un petit regard en point de pervers. Mal à l'aise à cause du jeu d'Hayden Christensen. Ça c'est possible aussi, mais bon, Nathalie Portman ne brille pas non plus par son interprétation dans la prélogie, hein. On a revu quelques scènes, c'était quand hier, avant-hier, c'était pas trop ça, hein, elle était pas vraiment dedans. De toute façon, elle l'a reconnu après. Mais ouais, la relation est... C'est étrange qu'on ait essayé de nous vendre ça comme étant le couple parfait. Dans l'épisode 2, il y a ces passages où tout le monde se moque, qui sont hyper romantiques, genre ils se roulent dans l'herbe, Est-ce qu'on a essayé de vendre des le petits truc pique-niques comme le couple parfait? J'ai plutôt l'impression qu'on essaie de le vendre comme une espèce d'histoire tragique, tu vois. On sait que tu peux trouver tour à tour, et en faisant moi-même mes recherches sur l'internet et dans mes souvenirs, que le couple est inspiré soit de la mythologie, donc t'as ce côté un peu coup de foudre au premier regard, il limite aussi un petit peu ce côté dérangeant, non pas qu'Anakin ou Padmé soit un dieu qui aille enfanter tu vois, un simple être humain, mais il y a quand même un côté très, très bizarre dans le fait que lui c'est l'élu de la force et qu'il est beaucoup plus jeune qu'elle, notamment dans le premier épisode, enfin peut-être pas beaucoup plus jeune, mais plus jeune en tout cas. Tu peux aussi dire que c'est inspiré, c'est souvent ce qu'essayent de défendre les gens par rapport à la prélogie, de la poésie lyrique ou la chanson de jazz qui inspirait Lucas, c'est, tu vois, dans l'expression pure des sentiments, en mode il parle de la mort, de l'amour, de la politique dans un chant, tu vois, et il y a ce côté un peu presque chevaleresque en fait dans cet idéal, mais qui va très vite évoluer vers la perversion pour mener à la création de Dark Vador. J'ai jamais vraiment pris comme le couple ultime
le crush que tu devrais avoir, tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, en revenant même à la genèse du couple, toutes ces premières scènes de l'épisode 2 où il est censé être son garde du corps et du coup ça lui donne une bonne excuse pour la suivre partout, et on sent qu'il y a une espèce de malaise en fait entre les deux personnages, parce que t'as Anakin qui est tout le temps en train de reluquer Padmé et elle est pas bien, quoi. Elle a pas forcément envie d'avoir cette attention-là, d'autant plus de son garde du corps. Et en fait, c'est ces passages-là qui, pour moi, sont pas du tout inspirés d'une chanson de geste ou quoi, qui me mettent mal à l'aise. Le côté, on se fait des grandes déclarations sur la vie et l'amour dans les champs, bon, à la limite, c'est mal écrit et c'est naïf, mais c'est pas ça qui rend la relation bizarre, pour moi, en tout cas. Et après dans l'épisode 3 il y a ce côté effectivement hyper tragique où t'as Padmé qui est violentée par Anakin, qui finit par en mourir. Il y a tout un tas de théories d'ailleurs sur pourquoi est-ce qu'elle est vraiment morte, est-ce que c'est Anakin qui l'a tuée à travers la force, bref on ne sait pas trop, mais t'as ce côté tragédie qui se met en place que je peux comprendre, et dans le même temps, il est dommage parce qu'il relègue en fait le personnage de Padmé à ce destin de femme enceinte qui finit par mourir des mains d'un homme. Enfin, c'était pas forcément ce qu'on attendait pour le personnage et pour la relation en fait entre les deux persos. Après ce long discours, est-ce que l'un de vous deux, messieurs, a quelque chose à ajouter? Quelle est par exemple toi ta perception par rapport à ça, toi Pierre qui l'a découvert à une autre époque et qui du coup était aussi encore ado quand The Force Awakens est sorti, puisque tu n'avais pas 18 ans. Et oui. Et donc je peux le dire. Et en tant que le gage millénial de ce podcast, je te pose la question. Tu vois, moi je trouvais que, même comme tu disais par rapport à côté très poésie et tout, je trouve que c'est un côté très, enfin c'est un peu con comme comparaison, mais très tragédie shakespearienne un peu. Dans le côté où ça fait très Roméo et Juliette, quoi. T'as le couple qui peut pas exister techniquement parce que t'en as un qui est un Jedi et qui doit se maintenir à des principes, et l'autre qui est une sénatrice, une reine, et qui peut pas parce que bon, déjà c'est un Jedi et parce qu'elle a des devoirs qu'elle doit remplir. Donc ça fait très Roméo et Juliette dans cet ordre d'idées. Mais c'est vrai que après, en termes, je pense que le problème c'est l'écriture, hein, parce que c'est la partie avec le sable. Bon, c'est pas... Il fallait qu'on le name drop. Voilà. Il fallait que ce soit name drop. Il fallait que ça arrive, mais non, mais je pense que le problème c'est peut-être l'écriture. Après, peut-être le jeu des acteurs aussi. En fait, c'est peut-être la façon dont c'est fait qui est le problème, et pas l'idée peut-être que Lucas en avait finalement. Ouais, je sais pas, après les deux se mélangent un petit peu à partir du moment où se mélange aussi à la fois, en fait ce qui est assez étrange c'est que la chute du côté obscur d'Anakin, enfin le fait qu'il s'enfonce dans cette direction correspond aussi à sa début de relation avec Padmé. Donc il y a aussi une idée un peu, un espèce de rapprochement qui se fait, qui est assez étrange, c'est-à-dire que bon, au départ c'est son garde du corps, il est un petit peu chelou, etc. Puis ils apprennent à se connaître quand ils vont en exil sur Naboo, puis ils essayent de sauver Obi-Wan parce que c'est tous les deux, enfin c'est un ami commun. Et on retrouve aussi cette dynamique de triangle amoureux dont on reparlera dans la trilogie originale. Donc il y a un peu plus de tension qui est développée, puis Anakin va tuer les Tusken, puis c'est un peu le moment où elle décide quand même de le soutenir alors que le mec vient de faire un truc vraiment chelou, tu vois, des animaux. Il vient de faire un génocide, mais bon. Voilà, ça il passe. est beau gosse, donc ça va. Ça va, finalement. Avec le recul, Anakin. Puis ils étaient un peu dégueulasses, les Tusken. Ouais, voilà. Donc il y a quand même un truc assez étrange là-dedans, et puis je pense Constance le soulignait pas mal quand tu revois aujourd'hui La Menace Fantôme, dont on reparlera en mai, dans un épisode spécial, tu sens vraiment le côté... Même si tu le savais pas nécessairement à l'époque, même si je pense que les gens n'étaient pas non plus dupes, c'est la mère de Leia, genre au sens littéral du terme, dans l'univers, mais aussi dans la façon dont elle est écrite, le fait qu'elle se déguise en servante, qu'elle prenne le lead, qu'elle soit à la bataille, etc. Un truc qu'elle fait encore vite fait dans le 2, parce qu'il se retrouve dans l'arène, mais c'est un peu
parce qu'elle a voulu, d'ailleurs c'est elle qui a voulu sauver Obi-Wan si je me souviens bien, et pas Anakin, parce que d'un coup il est en mode non, Obi-Wan faudrait pas qu'on vienne le chercher, et puis ça s'efface complètement dans le 3, aussi parce qu'on lui fait comprendre qu'elle est enceinte, et donc une femme enceinte, elle reste à la maison, hein. C'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Après, des séries comme la deuxième série Clone Wars ont pas mal ramené justement qu'est-ce que fait Padmé pendant la guerre des clones, quelle est son influence de politicienne sur tout ça. Et c'est vrai que c'était intéressant. JB, quelque chose à ajouter ? Moi, je trouve que le problème aussi qu'il y a avec la relation entre les deux, c'est les étapes par lesquelles ils passent dans les 3 films, elles sont soit très abruptes. T'as pas l'impression que leur relation elle évolue vraiment, c'est-à-dire que t'as l'impression ils arrivent au stade où ça y est, maintenant ils doivent être en couple, maintenant ils doivent être comme ci, ils doivent être comme ça. Et je trouve que ce qui marchait, moi ce que j'aimais bien dans le premier, c'est que Anakin c'est le premier à s'adresser à Padmé comme si elle était quelqu'un de normal, quoi. C'est pas une sénatrice, il la voit avec des yeux un peu, il la voit comme un ange, tu vois, mais il lui parle pas comme si elle était une sénatrice, il la voit juste comme une femme. Donc je pense que ça aurait dû être utilisé dans le 2 pour expliquer pourquoi est-ce que Padmé tombe amoureuse d'Anakin. Et le problème c'est que ça on le retrouve pas dans le 2, et l'espèce de tendresse qui se crée entre les deux dans le deuxième film, on la retrouve pas dans le troisième, parce qu'ils sont directement dans le conflit, alors qu'elle est enceinte, et Anakin qui a déjà viré un peu vers le côté obscur et qui est beaucoup plus agressif et qui lui parle comme une merde quand même dans le 3. Et je trouve que ça manque en fait de liant sur l'ensemble de la relation, qu'on est vraiment que sur des étapes et des points clés. En fait on a beaucoup de mal à se projeter dans leur couple, alors que par exemple, on va en parler aussi, Han et Leia est un peu plus relatable, même si c'est aussi un couple problématique sur certains points, mais en fait relatable, tu veux dire qu'on s'y identifie? Tout à fait. Super. Et après je pense que ça vient aussi du fait qu'il y a très peu d'alchimie en fait entre les deux acteurs, et que ça se sent de ouf. Il y a un côté, oui, si tu replaces dans le contexte entre l'écriture qui est quand même pas hyper inspirée, le fait que la narration, comme le soulignait JB, fait pas un choix énorme en disant la tragédie d'Anakin est aussi la tragédie de son couple. C'est-à-dire, déjà, la prélogie commence sans Anakin, il y a quasiment 1 heure de film sans lui. Ensuite il est là, ça devient progressivement le héros, ça l'est dans le 2, mais limite du coup c'est dérangeant parce que t'as jamais connu ce Anakin là avant, et dans le 3 on te dit voilà, c'est le meilleur pilote de la galaxie, c'est Dark Vador dans 30 minutes, donc t'as intérêt pas 30 minutes, j'exagère, mais dans 2 heures, voilà. Donc du coup c'est un petit peu speed, et c'est ce que beaucoup de gens qui ont des problèmes avec la prélogie, et moi le premier regrette en fait, c'est que, alors ça me fait marrer aujourd'hui quand les gens disent on en place une encore une fois pour nos haters, mais que la trilogie est pas écrite, la nouvelle trilogie est pas déjà écrite et qu'elle est écrite au fur et à mesure, ça se voit aussi un petit peu dans la prélogie. Je pense que si aujourd'hui quelqu'un devait la refaire, il se dirait faut que la relation d'amour elle soit centrale, qu'on comprenne pourquoi tu vois, quelque part ils se complètent, ces deux personnages qui en plus au départ tous les opposent, tu vois. Lui il a un côté un peu crypto-fasciste qu'on tous un peu les Jedi, tu vois, et puis elle est un peu en mode non, idéalement ça devrait pas fonctionner comme ça, et en même temps c'est deux personnes qui apprennent vachement l'un de l'autre, et tu le vois aussi dans des trucs que ça soit la première ou la seconde série Clone Wars, je trouve arrive à jouer aussi beaucoup plus sur le côté un peu sweet, un peu mignon de leur relation. Moi aussi je commence à utiliser des mots anglais, mais je me souviens notamment dans le Tartakovsky, cet épisode où Anakin pense qu'il est traqué par une espionne, et en fait c'est Padmé qui essaye de se déguiser pour le voir alors qu'il est en mission. C'est un truc peut-être un peu niais pour certaines personnes qui nous écoutent, mais moi j'avais trouvé ça super bien, même si c'est juste un petit moment à l'échelle d'une toute petite série, mais je trouvais que ça prouvait en fait qu'il y avait cette complicité qui me manque pas mal en fait dans la prélogie. Pareil, dans cette série-là, il y a le moment aussi au début où Anakin il part avec son vaisseau, et juste en fait il se regarde, lui est dans son vaisseau, elle est dans son espèce de palais, et juste ils posent chacun la main sur la vitre, et c'est un moment de tendresse qu'on n'a pas en fait dans les films. Un échange juste entre les deux où il se passe rien, ils se disent rien, mais ils se regardent et ça suffit à voir ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Je suis pas d'accord, il y a quand même la scène de la poire. Les origines de Snoke, c'est pas ça? Ouais, c'est ça, c'est la pile et Snoke. Effectivement, voilà. Et puis, on passera sur tout ce que vous savez déjà, le côté un peu creepy / stalker d'Anakin, qui a créé quand même
une belle série de mèmes. Et en fait, c'est assez marrant parce que j'ai vu un tweet là-dessus hier. Je crois que c'est Doug, s'il nous écoute, on le salue, qui a expliqué que ces derniers temps, les studios balancent un maximum de films, quitte à ce que ça devienne des mèmes. Tu vois, ils se disent, c'est pas grave, c'est un impact culturel comme un autre. Et au final, c'est vrai que l'impact culturel de Anakin Skywalker et Padmé, aujourd'hui, c'est un peu en mode, oulala, faut à tout prix que j'évite de tomber sur un mec comme ça, ou non, ça marche pas du tout comme relation, il faut l'éviter à tout prix. Enfin, je sais pas, en tout cas, Pierre, mais moi, j'ai un peu l'impression qu'à mon époque, on était encore un peu vite fait en mode c'est mignon, j'adore Padmé. J'ai un peu l'impression que tous les kiddos que je connaisse, quand ils mettent ça, ils sont en mode mais pourquoi en fait, tu vois, tu confirmes ou pas? Parce que ça fait longtemps que j'avais pas vu la prélogie, mais j'ai le souvenir qu'en termes de relationnel, c'est pas hyper profond ni développé, tu vois, genre c'est vraiment genre t'as le gamin et la reine dans le 1. Après le 2, ouais, c'est vraiment genre c'est son garde du corps, il la stalk un peu, mais au final, bon, allez, il est quand même mignon, ça passe. Et puis le 3, c'est un peu la dégringolade. Il y a toujours ce truc aussi qui m'a toujours gêné, du fait que genre Nathalie Portman, elle a genre 16 ans dans le 1, elle est censée en avoir 12, tu vois. Et Anakin est censé en avoir 9. Et après, dans le 2, c'est toujours la même actrice, mais là, t'as Hayden Christensen. Ça m'a toujours perturbé, en fait. Parce que t'as l'impression qu'elle grandit pas, et t'as l'impression que lui, il a pris 20 ans d'un seul coup. Tu vois. Ouais, c'est clair. Mais c'est ça, la formation de Jedi, mon petit Pierrot. Donc là, on vient de parler du couple emblématique. Enfin, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Et donc, on voulait, enfin, en tout cas, moi, je voulais présenter un couple un peu challenger, qui nous a été pas mal suggéré sur les réseaux sociaux, celui de Obi-Wan Kenobi et de notre amie Satine Kryze, je ne sais plus comment ça se prononce exactement, qui est la duchesse de Mandalore dans la série Clone Wars et qui apparaît à partir du 12e épisode, de la saison 2, donc pas du tout le premier, qui, pour la petite anecdote, est d'ailleurs la première apparition de Jon Favreau j'envoie un petit clin d'œil à Phobos de votre part, en tant que Mandalorien. Alors lui, pas exactement dans le même camp, puisque notre amie Satine était une pacifique et qu'elle dirigeait un peu, en gros, les nouveaux Mandaloriens pour une rénovation de cette société un petit peu fondée sur des castes guerrières. Elle était plutôt en mode non, moi mon truc c'est la négociation. Donc c'est assez étrange parce que du coup on se retrouve musclée finalement. La négociation musclée, exactement. Mais on se retrouve en fait dans un paradigme qui est le même que Anakin et Padmé, puisqu'en fait on a une politicienne pacifiste, plus ou moins pacifiste, qui se retrouve protégée par un Jedi qui cette fois est Obi-Wan, et ça donne quand même une relation qui est qui a aussi le luxe via la série d'être un peu plus développé, de proposer plus d'étapes, etc., comme JB le suggérait tout à l'heure, mais développe quelque chose de mandalorien, effectivement, un peu platonique, c'est ça que je voulais dire, donc à peu près rien à voir, mais est d'assez touchant. Enfin, en tout cas, moi j'avais trouvé que c'est vraiment l'un des arcs qui, je crois, en saison 2 m'avait le plus plu de Clone Wars, et puis aussi relevé un petit peu le niveau et l'intérêt que pouvait développer la série. Par contre, c'est vrai qu'à l'époque, ça me choquait un petit peu, dans le sens où quand tu sors de ta prélogie qui venait tout de suite de se terminer, imaginez qu'Obi-Wan puisse avoir lui aussi un petit peu contourné les règles, même sans aller aussi loin qu'Anakin. Je sais pas si ça dénature vraiment le personnage, mais c'est vrai que pour moi on parlera aussi d'autres Jedi par la suite, mais du coup on arrive à un truc où on arrive à un impératif de narration où au final les gens se rendent compte que à un moment un love interest ça crée du conflit, ça crée des enjeux, etc. Et du coup si les Jedi sont toujours seuls et qu'ils n'ont pas d'apprentis ou qui sont pas tentés par un truc, c'est pas très intéressant. Ce qui rend justement les méchants Star Wars généralement bien plus emblématiques au premier coup d'œil. Quelqu'un veut ajouter quelque chose là-dessus? Vous l'avez vu? Ça vous intrigue ce que je raconte? Je ne sais pas. Moi je l'ai pas vu, ou alors je m'en souviens pas. Je me souviens de pas grand-chose de la deuxième série Star Wars. Enfin, en tout cas, l'arc sur Mandalore, je m'en souviens pas du tout. À part la lame noire. Oui. Dark Saber. Ouais. De Privis là. C'est ça. Mais je pense que c'est parce que je regardais la série en tant qu'enfant, du coup je m'intéressais qu'aux trucs stylés de la série. Donc, une épée noire. Donc un Boba Fett avec une armure grise et un sabre laser noir, ça me hypait beaucoup. Ok. Mais du coup, je me souviens pas du tout de ce perso, à vrai dire. Et par rapport à Obi-Wan et la thèse que j'avance, ça fait un peu redite surtout. Ça fait toujours vous devez pas faire ça. Mais on va voir d'ailleurs, j'espère après, que les règles sont-elles pas faites pour être brisées finalement? Ouh. Alors moi j'ai pas du tout regardé cette série là parce que je la trouve moche.
Voilà. Wow. Mais effectivement, le fait qu'Obi-Wan il est quelqu'un, ça banalise un petit peu la relation d'Anakin avec Padmé, quoi. C'est parce que en fait c'est pas le premier Jedi à finalement puis c'est pas le dernier avoir non plus, quelqu'un, hein. voilà, donc alors que tu pourrais dire que sa relation avec Padmé, elle conditionne le fait aussi qu'il tombe du côté obscur. Alors en fait pas du tout, c'est juste que les Jedi on leur dit qu'ils n'ont pas le droit d'avoir une meuf, mais en fait ils peuvent. C'est juste que c'est un petit con en fait finalement. C'est pour ça qu'il est tombé du côté obscur. Et c'est là où on peut greffer une nouvelle fois une pub vers le vidéo essay c'est Pop Culture Détective, c'est ça, qui a travaillé sur la masculinité des Jedi dans Star Wars et qui du coup explique justement que l'interdit, le fait que du coup ils n'ont pas le droit de se lier. Alors on parle même pas d'homosexualité à l'époque, mais ils ont pas le droit. Alors c'est assez étrange parce qu'il y a justement aussi cette interprétation de la règle qui est peut-être un des dialogues les plus intéressants. Tu sais, quand Anakin dit c'est pas qu'on n'a pas le droit à l'amour, c'est qu'on n'a pas le droit à l'attachement. Et du coup, c'est un peu, déjà un peu pervers, mais en même temps, je trouvais que je me souviens que c'est une réplique qui m'a toujours marqué. Et c'est vrai que, du coup, l'histoire d'Obi-Wan dans Clone Wars rappelle aussi un petit peu la façon dont tu peux, comme Pierre le suggérait, déformer ou briser les règles. Après, c'est assez marrant qu'on retrouve un petit peu les mêmes patterns dans Star Wars au niveau du couple, et notamment celui-là de je suis Jedi, mais bon, j'adapte un peu les règles quand ça m'arrange, parce que pourquoi pas. Et Constance aime s'installe tranquillement dans la banquette du cockpit. Donc voilà, on va passer vite. Si du coup vous n'aviez rien à rajouter, je vois que Constance fait un nom de la tête comme un petit porg très mignon. Voilà. Il fallait quand même qu'on ait quelques mentions honorables avant de passer à la trilogie originale, car on ne saurait oublier Shmi et Clegg Lars par exemple. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, Shmi Skywalker et Clegg Lars? Parce que ça aussi, ça en tient quand même une sacrée couche. Je crois que JB avait quelque chose à dire. JB. Quand j'ai relu le programme tout à l'heure, je me suis rappelé qu'en fait, c'est un mec qui a acheté une esclave et qui après en a fait sa femme. Donc bon, c'est pas non plus terrible comme relation. Après l'avoir libéré quand même, il faut le préciser. Il est tombé. Il est tombé amoureux d'elle dans les shops de Watteau. Il s'est dit vas-y, t'es en train de faire faillite, je te rachète ton esclave et puis ça sera ma femme, tranquille. Et puis il était en chaise roulante, pouvait plus travailler. Enfin, il avait besoin de quelqu'un, quoi. C'est tragique. En même temps, c'est tragique et en même temps, j'ai toujours trouvé que c'était quelque part aussi. Tu vois, notamment, je trouve que l'aspect tragique de Anakin et Padmé, ça marche pas du tout. Par contre, l'aspect tragique avec sa mère, bon, ok, c'est vu 1000 fois. Mais quand il revient, il apprend qu'elle est vivante, qu'elle est plus esclave, etc. Tu te demandes déjà pourquoi il l'a pas fait des recherches avant. Mais du coup, il découvre cette espèce de nouvelle famille. Enfin, tu vois, c'est fucked up, tu vois, comme situation. Tu te dis, waouh, mais t'arrives sur ta planète natale, ta mère, elle était esclave, elle a été revendue, il y a un mec qui l'a mariée, elle s'est fait enlever par des Tusken, faut aller la sauver. Enfin, tu te dis, alors, oh putain, heureusement que j'arrive aujourd'hui parce que demain, elle sera morte. Et c'est ce qui arrive. Mais, il y a un côté, là aussi, en termes de couple, on est dans un certain idéal, hein, qu'on ne saurait reproduire de nos jours puisque l'esclavage n'existe plus, en tout cas dans notre pays, grand bien nous fasse, mais c'est quand même assez étrange, je ne sais pas. JB, t'as l'air très inspiré. Non, mais moi j'ai toujours vu ce moment dans l'attaque des clones pour justifier en fait l'existence de Oncle Owen et de Tante Beru, quoi, par rapport à Luke, quoi. C'est mince, on avait oublié dans la menace fantôme qu'après il avait plus d'attache sur Tatooine. Bon on va lui remettre un bout de famille, quoi. En même temps, ça aurait très bien pu être juste Obi-Wan qui abandonne le gamin à une famille de fermiers qui l'a sondé avec la force et dit ok, ils ont l'air sympas. Bon bref, rien à ajouter sur nos amis Shmi Skywalker avec Clegg Lars a priori. Je voulais parler de Rui et Jobal Naberi. Qui sont-ils? Vous les connaissez? Moi je sais. Constance, oui, ne répond pas. Moi je ne les connais pas. Ok. C'est quoi? C'est encore un Jedi qui tombe amoureux Moi j'ai aucune idée de qui sont ces personnages. Alors ce sont les parents. On doit faire un test ou pas? On doit deviner. Ouais, vas-y. Ok, est-ce qu'il y a un Jedi dans le couple? Non. Attends, t'as dit que c'était les parents de quelqu'un? Oui. Merde. C'est un personnage de la prélogie. Parce que je peux pas laisser trop de blanc dans un podcast, il faut que je parle. Donc un personnage de la prélogie dont on vient de parler, qui est potentiellement au Sénat, potentiellement habillé en blanc à un moment et un crop top à cause d'un gros tigre dans une arène. Ok. Ouais. Je vois. Donc les parents de Palpatine. C'est ça, exactement. Palpatine en crop top dans l'arène. Non, ce sont bien sûr les parents de Padmé Amidala. Parce que oui, j'ai fait mes recherches et je me suis dit, mais dans la prélogie, il y a quand même ce couple de parents qui nous est présenté dans cette scène, dans ces mêmes deux scènes coupées
où Anakin va dîner chez ses beaux-parents C'est dans la vrai scène la plus gênante de l'histoire de Star Wars, mais vraiment. Je n'ai jamais vu ça. C'est vrai. Oh, on mettra après, je te jure, c'est un enchaînement. C'est doublement gênant. C'est là la capture d'écran du Airbnb. Oui, c'est celle-là. Yes. Et avant ça, il y a une cuisine et une vraie embrouille de famille à la française sur la politique et tout. C'est quand même assez Parle dingue. des gilets jaunes et tout. C'est le bordel. c'est assez dingue. Non, mais alors, mais par contre, moi j'ai appris un vrai truc. Moi, je me suis dit, elle s'appelle Padmé Amidala parce qu'un des deux membres du couple s'appelle Amidala, tu vois. Et il se retrouve que non, c'est Rui et Jobal qui sont du coup, c'est leur nom du papa de Padmé est Naberi. Et c'est vrai que ça, Padmé Naberi Amidala, tu le vois passer 2-3 fois dans les encyclopédies ou que sais-je. Donc Amidala est techniquement un titre qu'elle a choisi, comme on pourrait dire la reine. Je sais pas, ou les papes par exemple qui prennent un prénom. Oui, mais la reine d'Angleterre, en fait, quand elle arrive au pouvoir, ou le roi d'Angleterre d'ailleurs, ils choisissent un nouveau prénom. D'accord. Et la reine Victoria, elle s'appelle comment du coup ? Stéphanie ? Bref, c'était une colle pour nos amis britons. N'hésitez pas à nous répondre en commentaire de ce podcast afin de créer l'interaction et de générer les tunas. Voilà. Est-ce que j'en ai oublié d'autres ? Parce que là, en fait, je me dis quand même, on est déjà très deep cut dans l'histoire. On pourrait aussi parler d'un couple qu'on voit à peu près 10 secondes à l'écran, à savoir Brea et Bail Organa. Eh bien oui, parce que bon, ils sont quand même sympas, ils vivent dans leur montagne tranquille, dans leur gratte-ciel plutôt joli. Alderaan, c'était pas mal, hein. Franchement, les gars, vous auriez pu choisir. C'est con, quand même. Franchement, elle aurait dû dire Tatooine, il y a que des esclaves et des gangsters. Hein. Au pire, bref, là on rentre dans des mais débats. le film aurait été très court. Alors. Oui, effectivement. Mince. Effectivement. Imagine, elle aurait dit Dagobah, tu sais. Boum. Plus jamais Yoda. Mais non, le mec il survit. T'inquiète, il arrête le laser et tout. Moi, c'est tout ce que je voulais. Alors, Star Wars 8, ils ont vraiment tout ruiné. Bref. Tout ça pour dire que dans la prélogie, on a un vaste catalogue de couples, tous aussi brillants les uns que les autres, inspirants. Ils nous motivent au quotidien à nous dépasser pour nos chairs et tendres. Et donc, on va aller vers la trilogie originale pour trouver peut-être à peine plus de swag. Et on commence bien sûr avec le couple emblématique Han Solo et Leia Organa. Et je voulais commencer par évoquer les manières d'Han Solo, qui est globalement un dragueur assez lourd, assez stylé, on doit le dire, mais assez lourd. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça ? Et leur relation qui a au moins le temps de passer quelques étapes, contrairement à la prélogie. Et comment vous le voyez avec votre œil d'enfant ou de personne plus jeune, et comment maintenant, à 77 ans, tout change. Constance. Je pense que c'est un des couples les moins problématiques de Star Wars, même s'il y a quand même des petits moments un peu gênants où effectivement Han Solo est parfois un peu brusque, il y a visiblement un peu de soucis parfois avec la notion de drague consentie, parce que on sent que Princesse Leia est pas toujours très à l'aise quand il la coince dans un couloir de son vaisseau. Mais là, heureusement, leur relation évolue plutôt dans le bon sens et on a plusieurs preuves d'amour qui sont assez belles, comme quand Leia se déguise pour aller sauver Han Solo. Et puis, bien sûr, on a cette fameuse réplique. C'est marrant que tu les cites, je me permets de te couper dans cet ordre-là, parce que moi, j'ai toujours bloqué sur justement quand elle est déguisée en Bosch. Et, ouais. Et que Han Solo ne voit rien, et elle dit qui êtes-vous ? Et elle répond quelqu'un qui vous aime. Et déjà le vous voit en VF, donc ça m'a toujours frappé par rapport à ça parce que je me suis dit putain mais c'est ton cum, tu peux le tutoyer, tu vois quand même. Et en vrai j'ai toujours trouvé cette réplique limite plus forte que le I love you I know. Hot take, hein, c'est un choix assez étrange, mais bon j'aime beaucoup le Retour du Jedi aussi. Mais c'est vrai que j'ai toujours trouvé que c'était hyper presque fort parce que lui ça pourrait être n'importe qui, il voit pas, etc. Et parce que le I know c'est vraiment une réplique à Han Solo en mode genre jusqu'au bout je suis un crâneur, tu vois. Alors que là il est en situation de détresse, tu vois, et c'est elle qui vient le rassurer. J'ai toujours trouvé ça super mignon. Mais bref. Oui, c'est aussi très mignon. Mais je faisais surtout référence à cette réplique parce que, notamment, c'est celle qu'on retrouve partout dans le merchandising et que Disney ne se gêne pas pour l'exploiter. On l'a bien vu à Disneyland, il y a des pins I love you Anno, les t-shirts et tout. Donc voilà, c'est ce qui est resté en tout cas dans la mémoire collective. Mais je suis d'accord, cette réplique est très mignonne aussi. Réplique du coup retravaillée par Han Solo avant le Han Solo, Harrison Ford, ça y est, on ne les distingue plus avant le script, donc pas tout à fait improvisé comme le dit la légende, mais en plus en mode tiens j'ai retapé un petit peu, je pense qu'on peut aller là-dedans. Et Irving Kershner, le réalisateur de l'Empire contre-attaque, a toujours dit pour moi c'était la scène d'Harrison Ford. Donc je l'ai laissé faire ce qu'il voulait, mais il me semble qu'il a dit plus tard que lui il l'aurait pas fait comme ça et
et Lucas non plus n'aimait pas. Enfin, en gros, personne n'avait aimé cette scène qui est devenue culte. Ce qui est assez marrant, enfin personne, j'exagère peut-être un peu, mais à la base ils n'étaient pas vraiment convaincus par l'idée, et notamment par rapport à la liberté que Kretschner a laissée à Ford, ça a créé a priori sur la suite du tournage énormément de tensions entre Harrison Ford et Carrie Fisher, parce qu'elle supportait pas qu'il lui ait donné tant de liberté sur cette scène-là, qui était pour elle aussi sa scène, parce que quand même ça se joue à deux, et donc a priori ça a été un petit peu source de bisbis, mais potentiellement il y a anguille sous roche, Constance, et quelque chose à raconter, une petite anecdote sur tout ça quand même. Oui, qui se passe avant l'Empire contre-attaque. Qu'on a appris il y a peu, en fait, il y a seulement quelques années, où Carrie Fisher a révélé dans son livre autobiographique qu'elle avait eu une petite aventure avec Harrison Ford, alors qu'à l'époque lui-même était marié. Mais voilà, pendant le tournage, ils ont fini par se draguer un petit peu. Et, pendant le tournage d'un Nouvel Espoir, hein, je rappelle. Ouais, Harrison Ford a fini par conclure. Donc voilà, ils ont passé quand même, on le comprend à demi-mot, quelques mois au moins ensemble. Des espèces de vacances un peu cheloues. Mais bon, Harrison Ford à l'époque d'un Nouvel Espoir, c'est quand même autre chose qu'Aiden Christensen. Ah bah, on ne peut pas jeter la pierre à Carrie Fisher. Exact. Ok. Quoi d'autre en dehors des scènes emblématiques et de tout ce qu'on peut imaginer de iconique désormais avec le couple, quelque part on raconte plus grand chose en fait. Enfin, la postologie a amené une nouvelle pierre à l'édifice, on en parlera dans cette partie là, donc je vous demande de réserver vos pensées tout de suite, mais je sais pas, est-ce que ce couple vous parle, est-ce que vous vous êtes identifié, est-ce que vous avez des petites anecdotes à nous raconter? Pierrot, tu kiffes Han Solo et Leia? J'adore Han Solo, je veux être Han Solo quand je serai grand. Ok. Bon, j'attends toujours, mais ouais. Bon, ça va, t'as encore un peu de temps. J'attends qu'on invente vous savez combien ils avaient d'écart quand ils jouaient justement cette relation, puisqu'on parlait des écarts entre les acteurs et les personnages? 7 ans. Une dizaine d'années au moins? 14. Ouais. C'est vrai que ça rajoute aussi un petit peu à certains moments de malaise qui peuvent survenir. Voilà. JB? Non, mais moi le premier Star Wars que j'avais vu c'était le Retour du Jedi, donc en fait la première vision que j'ai c'est quand ce couple là ils sont entre guillemets déjà ensemble. Ensuite j'ai vu l'épisode 4 et seulement après le 5, donc j'ai toujours connu la relation, pour moi ils ont toujours été ensemble en fait. Et même quand j'ai vu après les premiers films, j'étais quand est-ce qu'ils vont tomber amoureux, quand est-ce que ça va se passer. Donc pour moi c'est un couple qui était très naturel en fait dans Star Wars. Je l'ai toujours connu en fait, j'ai toujours connu Star Wars où ils étaient ensemble. Donc j'ai pas grand chose à ajouter par rapport à ça. Effectivement, maintenant quand on reprend avec un esprit un petit peu plus ouvert et un peu plus éveillé la manière qu'a Han Solo de draguer Leia, il y a quelque chose à dire, mais bon, ça passe, c'est Han Solo. On lui en veut pas. Après, ça reste quand même l'un des couples les plus naturels dans Star Wars, enfin l'un des plus normaux entre guillemets quoi. Il n'y a pas de tragédie maudite il y a l'enfant par la suite quoi, mais ouais, mais bon aussi voilà, fallait mieux l'éduquer aussi. Après ça arrive, si tu le ramènes à sa normalité, les couples qui se séparent à cause de leur enfance, ça arrive souvent. Voilà, tu vois. Effectivement. C'est un peu un couple normal dans l'espace. Et puis surtout quand ton enfant il essaie de tuer son oncle, au bout d'un moment tu fais ouais bon, on va peut-être se calmer un peu. Oui, alors on sait que la vérité est un peu plus complexe que bon bref, Star Wars 8. Moi je suis du côté de Luke, voilà. Team Kylo, ok. Waouh, vous êtes trop dark. Team neutralité, Team Yoda. Très bien, très bien. Je voulais rajouter un truc sur Han Solo et Leia, mais j'ai complètement oublié, donc ça me reviendra peut-être plus tard. Et je voulais passer du coup à un couple challenger qui, une nouvelle fois tout court en fait, nous vient du côté de l'animation. Hera Syndulla et Kanan Jarrus de Star Wars Rebels. Couple qui est un petit peu affiché lui aussi comme étant en fait tout de suite un couple, mais ils ont quand même très longuement joué sur la corde jusqu'en fait la dernière saison et le dernier épisode avec Kanan. Donc c'est quand même sur le long run, mais il y avait quelque chose de touchant là-dedans aussi parce qu'ils ont mis... Alors quelque part ils ont une famille, ça c'est le côté Fast and Furious de Star Wars Rebels, c'est cette famille, l'équipage du Ghost dont s'occupent Kanan et Hera, très clairement dans des rôles maternels ou paternels, et
Donc tu devines tout de suite qu'ils sont ensemble, mais techniquement tu ne les vois jamais ensemble ou de manière très discrète et dans des références très subtiles. Tu peux comprendre qu'ils étaient ensemble à un moment, mais qu'aujourd'hui ils se cachent un petit peu ou qu'ils ont mis des distances et qu'ils ont placé leurs devoirs avant leur couple, tout en ayant une famille, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et c'est aussi pour ça que j'aime vraiment beaucoup cette relation-là, qui a peut-être aussi, on en reparlera dans la période post-logie, une importance pour la suite de Star Wars en tant qu'univers. Et je sais pas, moi juste m'avait touché en fait dans la saison 4 où tout se déploie et au final t'as enfin un énorme payoff à ton setup qui a duré quand même plus de 3 saisons. C'était pas trop tôt, mais je sais pas, c'était beau. Je crois que Phobos était la seule à avoir vu Rebels à cette table, bien sûr, en dehors du Captain Speaking. Ouais, je pense que c'est un des... Enfin, c'est un couple moderne dans Star Wars qu'on a pu avoir avant la post-logie. Et ouais, c'est un beau couple où ils nous ont mis le doute jusqu'à la fin. Est-ce qu'on allait les voir s'embrasser? Et oui, ils finissent par se faire un petit bisou. Et ouais, je pense que c'est un couple qui est aussi hyper intéressant parce que les deux personnages ont vraiment le temps de se développer dans leur indépendance. Et du coup, leur relation a d'autant plus de valeur, en fait. C'est aussi pour ça qu'on attend des trucs comme The Mandalorian et aussi d'autres séries Star Wars. En tout cas, de mon côté, c'est parce qu'on a un média, une narration qui est pas la même et qui va peut-être permettre justement d'outrepasser certains archétypes typiques de Star Wars. Et je pense qu'on pourra les dresser pour le sujet qu'est le couple à la conclusion de ce podcast. Mais très clairement, on a encore une fois une commandante badass de l'Alliance Rebelle qui sort avec un militaire qui sort avec un Jedi. Ce qui est pas non plus hyper original dans l'histoire de Star Wars, qui vont avoir des enfants. Moi, j'ai jamais vu ça. Jamais vu? Ah non. Non, ça te dit rien. Souvenir. Ah ouais, Par contre, dans Rebels, parce que j'ai pas vu Rebels, mais est-ce que c'est le premier couple qui est montré ou c'est pas deux humains? C'est bien possible. Je pense que t'en as dans Clone Wars avant, mais on va dire en tant que personnages principaux, c'est sûr que c'est eux. C'est-à-dire, de personnages de premier rang. C'est la première fois qu'une Twi'lek est montrée avec des vêtements. C'est vrai, et c'est un progrès. C'est vrai. JB spécialiste de l'ancien univers étendu et qui a toujours bloqué sur Dark Talon et autres. Mais en même temps, qui lui jetterait la pierre? On va passer au monde des spin-offs avec notre ami Rogue One, que certains autour de cette table aiment peut-être moins que d'autres. Mais je voulais parler d'un petit concept qui, au passage, pourrait peut-être éduquer nos amis de l'internet et amateurs de cinéma en général, même si je crois que le terme vient du comics à la base, le concept de stuff into the fridge et comment on peut l'appliquer à Galen et Lyra Erso. Phobos, c'est le moment militant, donc je te laisse la parole. Est-ce que tu veux que j'explique en quoi consiste le stuff into the fridge? Ouais, et ensuite en l'appliquant à cet exemple. Ok. Ce que je viens de dire. Vas-y, je crois en toi. Du coup, en fait, c'est un concept donc traduit en français qui signifie, on va dire, je sais pas, rangé dans le frigo, mis dans le frigo, et qui désigne en fait littéralement un épisode qui s'est passé dans un comics où c'est la femme, je crois, d'un héros était découpée. C'est la femme du 4e Green Lantern. J'ai oublié Voilà. son nom, c'est celui qui est artiste. Je sais plus comment il s'appelle. Merci pour la précision. Mais donc la femme du héros est tuée par le méchant, découpée et littéralement mis dans le frigo de sa cuisine. Et donc le héros retrouve sa femme morte et ça permet au scénario de continuer à évoluer. Et donc en fait le Stuff into the Fridge, ça désigne ce sacrifice des personnages féminins pour faire avancer et donner des motivations à un héros masculin. C'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans la pop culture, hein. Vous pouvez chercher sur Google, il y a des listes entières d'œuvres qui utilisent ce cliché. Ces femmes tuées pour le scénario. C'est ça. Et au début de Rogue One, c'est un petit peu... je viens de me rendre compte qu'en fait, c'est une sorte de très particulière de Stuff into the Fridge, puisque c'est un personnage féminin tué pour la motivation d'un autre personnage féminin, davantage que d'un personnage masculin. Oui, mais en même temps, on peut argumenter le fait que la mort de Lyra fait que Galen rejoint de nouveau les rangs de l'Empire.
Donc voilà, ça donne des motivations justement à ce héros masculin. Est-ce que c'est pas génial cette scène où toi t'as déjà vu la mère, rien à voir, mais du coup il dit à Krennic, elle est morte il y a quelques années, et tu sais d'un coup tu viens de bugger en mode genre est-ce que c'était peut-être la sœur de Jyn Erso, et tu comprends que en voyant la gueule de Krennic il a compris lui aussi que on se foutait de notre gueule et de la sienne. J'ai toujours beaucoup aimé cette scène dans Rogue One. Ok, donc voilà, on a présenté le concept de Stuff into the Fridge et à quel point peut-être on peut s'en passer de nos jours, ça pourrait être sympa, puisque c'est quand même un trope, un archétype, une construction scénaristique qui est un peu trop répandue. Dans Rogue One il y avait potentiellement un autre couple, cela dit, est-ce qu'il est mieux? On ne sait pas. Est-ce que c'est vraiment un couple? On en a discuté en off avant. Mais aussi pour revenir sur... Pierre m'a coupé la parole. Super. Excuse-moi, je me permets. C'est pas grave, l'écoutille de sortie par là. Très bien, j'y vais. Non, mais pour revenir sur les parents de Jyn Erso, c'est quand même un couple normal finalement. Ouais, oui. C'est pas... On voit d'ailleurs vivre à Coruscant dans un petit flashback. Ils vivent dans l'Empire, ils sont tranquilles. T'en as un qui bosse, qui fait des super armes, qui détruisent des planètes. Bon, ça c'est autre chose. Mais qui à la base, voilà. d'ailleurs, l'idée, le métier de Galen Erso, c'est il me semble, de trouver des énergies renouvelables. Et il se trouve qu'en détournant ces technologies, l'Empire pense pouvoir utiliser les cristaux Kyber pour en faire une arme. Et d'ailleurs, Krennic est, si je me souviens bien du roman Catalyst, qui est le préquel à Rogue One, et en fait l'un de leurs amis, comme il peut avoir des amis de la famille très proches des... Ça se trouve c'est le parrain de Jyn Erso, on le sait pas. Peut-être pas à ce point, mais en tout cas, il y a une relation un peu plus filiale en fait entre les deux personnages, si je puis dire. Est-ce qu'on peut embrayer sur Cassian Andor et Jyn Erso? Cassian Andor, le personnage préféré de Jean-Baptiste Ballier, et Jyn Erso, un personnage que j'aime bien, mais qui... Alors déjà, est-ce que c'est un couple? La question se pose parce que techniquement, il n'y a pas de bisous. Où commence le couple? Là aussi, c'est quand même un petit peu stupide comme question, et j'ai pas envie de rentrer dans ce détail de si t'as touché avec la langue, c'est que... Bref. Moi, Cassian Andor et Jyn Erso... Il y a quand même une tension qui est affichée tout au long du film, qui est pas forcément consommée par tout simplement un tir d'étoile noire qui l'empêche de le faire, mais on a quand même cette espèce de longue scène un peu à la Nicolas Winding Refn où ils sont tous les deux dans l'ascenseur. Il y avait un petit côté drive en mode ah là là, la lumière change autour d'eux et c'est comme s'ils étaient in love, mais ils savent très bien qu'ils vont se prendre un super canon dans le fion et que ça va pas faire du bien. Juste pour un truc, tu penses qu'il y a de l'amour dans la scène d'ascenseur dans Drive? Il éclate quand même la tête d'un type avec son pied. Ouais, mais juste avant, il l'embrasse. C'est l'amour. Ah ouais, il est un peu, moi, un peu sec, l'amour. Bah, tu revois la scène, tu verras que l'éclairage dit beaucoup. J'ai l'impression d'être dans les cahiers du cinéma. Tu sais, l'éclairage dit beaucoup, tu peux mettre ça en verbatim sur un truc. Bref, Pierre, tu voulais dire un truc, non? Non. Ok. J'allais revenir sur Drive, mais... Ok, ouais, non, c'est pas le sujet de on va partir beaucoup trop loin après. C'est bien que tu te sois contrôlé, j'apprécie. Faux boat. Oui, je voulais dire que juste en re-regardant cette scène du décès de Cassian et de Jyn... On a fait 5 minutes avant le podcast. Ce qu'on a fait juste avant le podcast, on a écouté la musique en détail et effectivement, c'est vrai que le thème qui commence à ce moment-là rappelle pas mal le thème de l'amour qu'on avait pu entendre dans la prélogie. C'est pas tout à fait le même, mais il y a des petits indices. Ouais. On vole un peu mes propos. Exact. C'est moi qui l'ai dit. Tes propos en off. Voilà. Il voulait absolument le dire, il l'a dit, il est fier. Pour être contrebandier ici, on se fait voler ses propres répliques. Ah bah écoute, la piraterie n'est jamais finie. Exact. On a fait le tour de Rogue One, alors on arrive à deuxième spin-off Star Wars que vous aimez tous, que vous avez vu 7 fois en salle, et vous avez tous les toys. C'est Solo, A Star Wars Story, et Han Solo, et notre ami Kira. Yes. Alors, je dois dire que pour le peu que j'ai aimé notre ami Solo Star Wars Story, réalisé par Ron Howard, more like Howard, désolé Ron, je trouve que c'est quelque chose que j'avais envie de voir dans Star Wars, ce côté un peu amour de jeunesse, premier amour, tu vois, et un peu ce côté un peu fougueux. Ce qui est dommage, c'est que c'est joué par des acteurs qui ont
à peu près 32 ou 35 ans, c'est un peu dommage, et que du coup notamment Emilia Clarke et Alden Ehrenreich sont un peu ridicules en fait, je trouve, dans ce rôle-là. J'ai l'impression qu'on verrait plutôt un couple qui a peut-être 5-7 ans ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire déjà un peu affirmé, et sans ce côté un peu naïf qui correspond pas à leur physique. Par exemple, on sait que je crois que c'était Ansel Elgort qui a joué dans Baby Driver et qui était aussi l'un des sur la shortlist pour jouer Han Solo, aurait fait, je pense, quand on voit ce qu'il a fait dans Baby Driver, une sorte de Han Solo plus jeune et plus fougueux, tu vois, et plus naïf, plus convaincant. Ça fait beaucoup plus dans la même phrase, mais ce que je veux dire, c'est que ce que je voyais au début quand ils sont dans le speeder tous les deux et qu'ils sont en mode wouhou, tu vois, on a volé un truc, on va s'évader et tout. C'est aussi ce côté un petit peu des deux crasseux qui veulent aller vers la haute société. Il y a ce côté un peu film de gangster. Putain, Solo, ça aurait pu être extraordinaire en fait maintenant que j'en parle, mais c'est genre, je trouvais que c'était le point de départ super intéressant, et au final ça vire tellement en tragédie en 2 minutes 30, tu connais même pas le perso, et puis tu vois Emilia Clarke et tu te dis mais non, mais après on lui donne son nom et puis voilà, très vite. Tout va à volo. Mais je sais pas, qu'est-ce que vous en avez pensé. J'avais envie de dire quelque chose de positif sur Solo en fait. Voilà, c'est tout. En fait, leur couple m'a tellement pas marqué que je ne saurais même pas raconter. Non mais pour le coup ça présentait un truc un peu différent, quoi, c'est ça que je veux dire. Oui, ils essayaient de présenter quelque chose d'un peu différent. Après, Différent mais normal par rapport à la norme qui est la nôtre, et différent pour Star Wars dans sa normalité, quoi. On a tous eu... Enfin, je pense, si on écoute et qu'on a déjà été une couple en fin de sa vie, on se dit « Ah, le premier amour, le truc fou, ah là là, on est des rebelles, nique la société, tu vois. » Enfin, je sais pas, moi je m'identifie à ça. Après, c'est peut-être parce que je suis un... En fait, le truc dommage, c'est que dans le film, ce type de couple, on le voit pas longtemps parce que en fait ils sont très très vite arrêtés dans leur élan, et qu'ensuite ça devient un couple un peu, ce que les Américains ont ce mot qui est estranged, où en gros ils deviennent un peu des étrangers l'un pour l'autre alors qu'ils se connaissent pourtant. Et à la limite ça c'est presque plus réussi en fait, c'est ce moment du couple où tu n'es plus en couple. Voilà, c'est tout. Ah, tu nous as séché, ok. JB, tu voulais rajouter un truc? Non, mais je trouve effectivement au début du film il y avait quelque chose qui peut être intéressant. Bon, après voilà, une fermeture de porte près, il aurait pu s'appeler Han Duo, parce que ça aurait été un peu sympa. Mais quand ils se retrouvent, t'as quand même cette espèce de sentiment où les deux personnages vont évoluer, même si tu sais pas combien de temps il s'est passé, que c'est vraiment mal foutu. Mais tu sens que lui il est encore amoureux, mais pas elle. Et ça c'était un petit peu intéressant. Après bon, c'est joué par des acteurs qui n'y comprennent pas grand chose, donc malheureusement c'est pas terrible. Et puis la manière dont la relation évolue, où oh là là, ne fais confiance à personne, tu vas te faire trahir. Zut alors. T'allais te dire un truc, mon petit Pierrot? Non, j'allais juste dire que ça change un peu aussi. Et comme disait JB, c'est vrai que on n'a pas forcément toujours ce truc de... Enfin, à peu près, je sais pas combien de temps il se passe avant qu'ils se retrouvent. Je sais pas, il y a combien de temps dans le film. Je sais pas, plusieurs années, il me semble, mais ouais. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce truc où genre il revient et Han Solo est encore amoureux de Kira, et elle justement elle est un peu en mode genre non, en fait j'ai fait ma vie. Bon, elle est esclave du pire méchant de Star Wars, mais après c'est vrai que même si je sais pas, après j'ai vu comme ça, même s'il sait qu'il va se faire trahir, tu vois, il continue à venir, à aller vers elle. Alors après, je sais pas si c'est à voir avec le côté un peu forceur de Han Solo, qui est toujours... ça a quand même pas mal changé le personnage dans son identité, le fait que... Parce que, bon, il y avait déjà eu Sana Solo, dont on pourrait parler dans les comics, etc., avec cette espèce de mariage arrangé, le fait qu'il ait déjà eu une nana avant Leia, puis ils en ont rajouté une deuxième couche avec Kira, alors là où il est censé être plus jeune, mais au final, l'acteur fait pas beaucoup plus jeune qu'Harrison Ford, donc t'as vraiment l'impression que c'était il y a pas si longtemps, et je trouve que ça rajoute un peu aussi, effectivement, ce côté un peu... Pour moi, Han Solo a toujours eu un côté benet, mais il forçait pas son côté gentil. Pour moi, c'était vraiment un mec qui essayait de jouer les méga gangsters, mais tu vois, il forçait pas non plus le trait, tu vois. Je veux dire, là, t'as juste l'impression que c'est un agent de la rébellion déguisé en un gangster à la fin. C'est vrai que dans ce truc dans le film où genre ils sont en mode genre non, mais tu peux pas essayer de faire croire que t'es un contrebandier, que t'es quelqu'un de gentil. Et genre tu regardes l'épisode 4, tu fais mec, ce mec là c'est pas un gentil. Pas tout à fait en tout cas. Non, mais il a un bon fond. Il a un bon fond, mais je veux dire, le mec, je suis sûr il serait prêt à balancer même il balance sa marchandise quand il se fait attaquer par l'Empire, tu vois. Donc
On n'arrivera pas à me faire croire que ce mec-là était un gentil avant, qu'après il redevient un peu méchant, et après il redevient un peu gentil. Tu vois. Ouais. Et du Tout coup, ça parce qu'il s'est fait larguer par une meuf. Exact. Ouais. C'est triste. C'est toujours la faute des meufs, hein, de toute façon. C'est la faute, c'est la faute des femmes dans Star Wars. Ça finalement. peut aussi être c'est ça le côté obscur. Ça peut aussi être la faute des robots. Et je voulais brièvement parler de notre ami Lando et de L337, Lit, avec la question de la pansexualité. Vous ne pouvez pas les voir, mais je mets des guillemets avec 2 doigts autour de mon micro. C'est très sexuel ce que je suis en train de mimer. Et la question aussi de l'amour selon les droïdes, parce que c'était quand même quelque chose de nouveau pour Star Wars. Après, moi, j'ai pas détesté, mais j'ai pas compris le personnage de L3, qui était un peu, j'en ai discuté avec notre ami hollandais Wesley sur Twitter, qui ne doit pas nous écouter, mais qui faisait une très belle remarque en disant elle passait de parodie un peu des social justice warriors, comme on dit de nos jours, à quelqu'un qui a quand même a priori tous les droits de revendiquer quelque chose. Donc il y avait des bonnes vannes sur le fait qu'elle veut des droits égaux aux humains, mais il y avait aussi ce côté elle crie en permanence, elle fait une révolte, mais c'est un peu par hasard. Enfin, j'ai jamais trop su où arriver où se placer le perso. Je crois que c'est le cas de tout le monde à cette table. Tout le monde me fait signe que oui. Je suis d'accord, j'ai jamais compris. Et du coup, ça rendait la relation elle aussi très bizarre. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai vu Solo, les 2 fois, en fait, quand elle expliquait que ça marche avec Lando, ou quand Lando récupère son cadavre, je sais pas si on peut dire ça d'un robot. T'as vu Solo 2 fois? Ouais. Wow. Ouais, ouais. Tu vois qu'on ne dise pas que je ne vais pas au bout des choses. Mais même si certains diront que 2 fois n'est pas assez, mais même quand il la récupère une fois sa destruction, en fait la réaction des gens c'était de rire en fait dans la salle. Et du coup est-ce que le couple Lando L3 est un gag pour vous, ou qu'est-ce que ça a apporté à la saga, ou ce que ça aurait pu apporter si vous avez trouvé ça raté? Ça apporte pas grand chose. J'ai le souvenir qu'ils prennent son cerveau entre guillemets et qu'ils le mettent dans le Faucon Millenium. Je me trompe pas. C'est le navigateur du Faucon Millenium. Ce qui est très bizarre du coup, parce que du coup après c'est Han Solo qui a le vaisseau. Du coup, non, j'avais fait une blague dégueulasse. Mais il y a beaucoup de gens qui te disent ouais, maintenant ça a tellement plus de sens quand ils sont à Bespin et qu'ils se battent pour savoir qui va garder le vaisseau. Moi je trouve que c'est horrible, parce que du coup techniquement c'était une personne avec qui Lando était en couple. Ouais, voilà, donc c'est un peu comme si tu te bats pour ton ex qui est transféré dans le GPS de ta caisse en mode oh Bobby, je t'ai prêté pour faire un Saint-Dié des Vosges Paris, tu me l'as pas rendu. C'est ton meilleur pote qui a ta caisse finalement. Voilà, exactement. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre. Non mais c'est horrible, enfin, surtout que à la base la relation c'est une relation de pouvoir qui est un peu déséquilibrée, parce que L3 c'est un droïde qui est au service de Lando, donc c'est très étrange comme relation. Enfin c'est comme si tu peux pas avoir d'une histoire d'amour entre un maître et son esclave, genre ça ne marche pas. Sauf dans l'épisode 1 du coup. Et là, l'épisode 2. C'est vrai, dédicace à Shmi. Et là, ça peut s'apparenter un peu à ça. Et surtout, je pense que il y a une vraie opportunité qui a été ratée du coup avec ce personnage, parce que même sans vouloir transférer ça à des droits dans notre monde et à la représentation, il aurait pu être intéressant, sans faire de politique, avec des grands guillemets encore une fois, des plus gros guillemets encore, de montrer que les droïdes ont le droit à l'amour, pour faire simple, dans Star Wars. Enfin, ça me paraissait pas délirant, tu vois. On a aujourd'hui un autre univers assez populaire, pas autant que Star Wars, mais je pense par exemple à Overwatch, qui a tout de suite établi que quand la population est robotique, la question des droits et des rapports entre humains et robots, elle existe et elle est abordée dans l'univers, tu vois. Peut-être que en filigrane, mais c'est déjà pas mal. Alors que Star Wars, avec la population de robots que t'as un robot ou 2 robots de plus par épisode, personne n'en avait jamais parlé avant. Et c'est dommage de l'avoir traité sur ce ton-là, non ? Ah oui, je pense qu'il y avait justement une opportunité d'explorer l'humanité en fait des droïdes, parce que ça fait quand même plusieurs épisodes qu'on comprend qu'ils sont plus ou moins conscients, qu'ils ont leurs propres émotions. Du coup, ce qui pose beaucoup de problèmes sur le fait que les humains les maintiennent dans un état de servitude. Et il y avait des choses à explorer sur le sujet, mais je pense qu'ils l'ont pas fait. Et ce qu'ils ont aussi loupé, c'est du côté de Lando, où on apprend en interview de la part de l'acteur que le personnage est pansexuel. C'est-à-dire qu'il
il aime les personnes, peu importe leur genre, et que dans le film, c'est jamais abordé, jamais montré d'une manière ou d'une autre, et que on arrive à un point qui est un peu problématique dans Star Wars, c'est que pour l'instant, on n'a aucun couple queer qui n'a été montré à l'écran. Queer, c'est quoi, Constance, pour les non-initiés qui nous écoutent ? C'est un couple non hétérosexuel. Voilà, merci. Il y a Poe et Finn quand même un peu. C'est pas montré explicitement, mais bon. Ah, puis tant qu'on y est, quand on a tiré sur la bien-pensance, entre guillemets, on va dire, de Disney sur Star Wars, la première fois où il y a des relations sentimentales qui sont évoquées avec un robot, c'est forcément un robot féminin, tu vois. On n'avait pas eu C3PO et R2D2, on s'est jamais posé la question, est-ce qu'ils avaient une sexualité ? Là, le premier droïde sur lequel on se pose la question, c'est forcément un droïde féminin. Ouais, mais faut y aller par étapes. J'imagine que ce serait leur réponse. Bref, je trouve qu'on a déjà bien assez parlé de Solo, donc je propose qu'on aille vers brièvement d'autres petites mentions. Alors, justement, Constance parlait des couples queer, donc je veux quand même en placer une pour notre ami Dr Aphra, qui est dans une relation elle aussi maudite, elle aussi assez catastrophique dans les événements qu'elle crée, impossible mais génial, avec du coup un officier impérial féminin qui s'appelle Magna Tolvan. Et du coup, elles forment toutes les deux cette espèce de couple lesbien spontané, c'est-à-dire qu'il y en a une qui traque l'autre et de temps en temps elles se retrouvent et elles font ah, en fait on s'aime bien, même plus que bien. Et c'est assez marrant comme ça prouve comment une relation de couple qui n'était pas encore présente dans Star Wars peut justement mener à une très bonne intrigue et être moteur de celle-ci. Donc moi je trouve que c'est aussi hyper cool. Et je pense aussi aux autres couples qui sont présentés dans Dr Aphra, parce qu'elle a ce côté un peu spectaculaire, l'ancienne aide de Dark Vador, archéologue de Star Wars, etc. Mais il y a aussi d'autres couples qui sont présentés en fait dans la série. Et récemment sont revenus un couple justement qui est un humain mâle et une Trandoshan. Donc les Trandoshan, c'est les espèces de lézards comme Bossk, le chasseur de primes en tenue jaune, femelle, et c'est des chasseurs de monstres. Et c'est assez marrant parce que du coup t'as la femelle qui est en mode, tu sais, le mâle c'est un mec blanc avec une petite barbe grisonnante et il a un petit peu de bide, tu vois, un peu ton typical dad, tu vois. Et la femelle est en mode c'est la grosse Trandoshan avec un méga gun et tout, et du coup il joue pas mal justement dans Dr Aphra. C'est ce que permet aussi le comics, puisque c'est quand même un peu plus anonyme comme média sur les différents archétypes. Donc moi je trouve ça sympa. Sinon, dans un autre genre, on a pu avoir Fane Kyrell et Chiena Ree, je sais jamais si c'est Sienna Ree, qui ont été introduits dans Love Stars. Donc Love Stars, c'était un roman jeunesse / comment on appelle ça, alors c'est pas de la urban fantasy, mais c'est de la young adulte, donc où la romance justement est le couple ou l'absence de couple, s'il y a un trouble ou un triangle amoureux, que sais-je. Vous avez tous vu Twilight, j'imagine. D'ailleurs, c'est ça que je voulais dire sur Han Solo et Leia, c'est qu'au départ, Lucas avait prévu un triangle amoureux plus important entre Luke, Leia et Han, puisque le Retour de Jedi devait introduire un autre personnage qui aurait été la sœur jumelle cachée de Luke, qui en fait au final a été squeezée pour devenir un seul et même personnage, Leia, au final. Bref, donc du coup, dans Lost Stars, puis il me semble qu'on mentionne les personnages dans différents trucs qui sont sortis depuis dans le nouveau canon. Donc bref, c'était là aussi encore une fois l'amour impossible. On retrouve ça. Donc deux recrues prometteuses de l'Empire qui se transforment en un couple maudit, puisque l'un, donc le garçon en l'occurrence, choisit de rejoindre l'Alliance Rebelle après son premier combat au sein de l'Empire, et l'autre reste dans la hiérarchie impériale jusqu'à devenir, il me semble, amiral. Donc on est dans le typical young adulte, on vient de deux mondes différents mais on s'aime. Et il se retrouve sur la bataille de Jakku, et ça... Voilà, si vous avez envie de savoir comment ça finit. Moi, je n'ai qu'une mention honorable, je sais pas si vous avez pensé à d'autres, mais il fallait quand même parler de Oncle Owen et Tante Beru, RIP en pièces. En poudre. En poudre, ouais. C'était dur pour eux, quand même. Les pauvres, ils ont fait 30 minutes de film. C'était chaud. C'était effectivement chaud, car seules les troupes d'élite de la mort, les troupes de la mort impériale, d'élite de l'Empire, sont capables d'une telle précision, disait-on sur Tatooine.
Petite parenthèse Legends, là c'est le passage où je vais monologuer, donc je vais essayer de faire vite. Bon, le couple emblématique, parce qu'on pourrait en citer beaucoup avec l'univers Legends, hein, vous le savez, il y a quand même il y a quasiment 40 ans d'univers pas tout à fait officiel, mais quand même un peu à explorer. Le couple le plus emblématique, c'est qui ? Si je vous demande. C'est Luke Skywalker et Mara Jade. Exact, Pierre. Allez. Bien joué. Donc là, on J'ai est eu le programme avant. Bien joué, le seul à l'avoir fait. Là, on rentre dans un autre archétype, donc c'est l'archétype de l'espionne qui est envoyée pour tuer une cible dont elle tombe amoureuse. J'imagine que si vous lisez un peu de fantasy ou de science-fiction, vous avez déjà vu ça quelque part. C'est vrai que moi, je trouve que ça manque pas mal par rapport au personnage de Luke que d'avoir un love interest. On s'attendait à ce que The Last Jedi aille peut-être dans cette direction. Là où je trouve que Rian Johnson a été malin, on verra si J.J. Abrams continue à le faire, c'est que du coup, ça ne met pas Luke au niveau d'Anakin ni d'Obi-Wan. Dans la répétition qu'on évoquait tout à l'heure, le fait qu'il est potentiellement fauté. D'un autre côté, ça prouve que Luke a aussi suivi les enseignements de Jedi, là où il aurait peut-être dû créer une nouvelle voie, qui s'exprimera peut-être avec Rey. Espérons. Tu rajoutes un truc, Pierre ? Sur Luke et Mara Jade ? Ouais. Alors j'ai le souvenir d'avoir lu un comics Star Wars il y a très longtemps sur Mara Jade, et j'avais le souvenir que pour un personnage de Star Wars, elle était très sexualisée. C'est-à-dire qu'elle avait une mission où elle couchait avec une de ses cibles pour ensuite la tuer dans son sommeil. Et ça semble très univers étendu, voilà. Ancienne génération. Donc, et c'est pas étonnant que cette grande rousse en tenue moulante, la Black Widow, hein, quelque part, la main de l'empereur, comme on l'appelle, soit sexualisée. Couple Challenger, j'avais quand même envie d'en placer une petite pour un pote pilote. Ouais, Gentilesse, ça va mon gars ou quoi ? Et sa petite chérie Yela Westiri. Alors c'est un personnage qui a toujours plu, Wedge Antilles, et donc quand on a commencé à faire des comics Rogue Squadron, et ben on lui a trouvé une nana, et donc on a un couple normal en fait. Il est ami avec cette femme qui est en fait il me semble d'abord qu'elle est juriste ou un truc comme ça, puis elle va devenir espionne pour l'Alliance Rebelle, et puis vraiment un membre actif de l'Alliance Rebelle, et du coup il y a ce côté un peu, tu sais, c'est des amis, et puis ça évolue en couple. Il y a une espèce de besoin de normalité, je pense, à l'inverse de l'hypersexualisation. La sexualisation, peut-être pas hyper, mais de Mara Jade dans l'ancien univers étendu. J'avais l'impression qu'ils avaient créé ce couple pour dire, bah ouais, enfin, tu vois, il y a ce côté un peu. Ça manque un peu dans Star Wars, ce pilote qui a la photo de sa chérie, tu vois, dans le cockpit, et en même temps, elle n'était pas non plus une femme à faire la vaisselle et beurrer les sandwichs, elle était espionne. Bon, après, le problème, c'est que c'est encore une fois le trope de l'espionne et du pilote / héros. Bref. Et on a un nouveau Jedi qui a fauté, puisque c'est Quillan Vos avec sa petite Kalin Hens, encore une espionne, hein, puisqu'elle était de la même famille que Drayden envoyée Vos. pour l'espionner, mais elle tombe amoureuse. Ils ont 2 storylines. Ouais, et du coup, elle est envoyée pour le tuer à la base, puis elle tombe amoureuse, effectivement, mais ils finiront par se marier et même avoir un enfant. Donc c'est une histoire qui finit bien, ou peut-être, je sais pas si tu avais envie d'en dire 2 mots. Encore une fois, c'est un là, perso. J'étais dans Legends, tout coupé, mais donc post-retour du Jedi, et ça c'est Legends époque Guerre des clones, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça se passe. Enfin, jusqu'à cette époque-là, quoi. Ouais, plus ou moins autour de l'épisode 2-3. Et c'est un perso féminin, un peu comme Mara Jade, qui est quand même pas mal dans la sexualisation, parce qu'elle est déguisée en prostituée, donc elle est littéralement en sous-vêtements en fait pendant toutes ses aventures. Voilà, donc forcément, c'est un petit peu l'époque. Si vous googlez le truc, vous avez quelques cases de la BD où un elle espion, a des poses c'est James Bond, totalement... une espionne, c'est une pute. Voilà. Elle a des poses totalement improbables avec sa colonne vertébrale qui est brisée en 3. C'est assez priceless. Et du coup, devant cette superbe constellation de couples de l'ancien univers étendu, on pourrait en trouver des mieux, il y en a, et en vrai j'en citerai brièvement en faisant un petit quiz sur la fin, mais bref, passons plutôt à la post-logie et au nouveau canon, puisque c'est officiel, on peut quand même y consacrer à peine plus de temps. Et je voulais commencer chronologiquement avec des personnages qui sont peu connus mais que je pense méritaient d'être mentionnés, notamment Shara Bey et Kess Dameron, qui sont les parents de Poe Dameron. Exact, apparus dans le comics Shattered Empire. Pour l'instant, il me semble que c'est le seul truc où on les voit. Peut-être qu'il y a un roman quelque part qui me donnera tort, mais bref, c'est effectivement un couple plus normal malgré qu'on ait un pilote et son père était soldat, donc c'était sa mère qui était pilote.
Donc il a plutôt hérité de sa mère, même si du coup maintenant il va plutôt dans la direction du soldat. Bref, du coup ils ont réussi à faire un enfant pendant la guerre civile galactique et à quand même mener leur combat. Ils ont été accompagnés par Luke Skywalker, donc c'est quand même des gens qui vivent une aventure à peu près ordinaire, la vie de famille dans un univers extraordinaire, qui je trouve permet de donner un background assez solide et assez sympa à Poe Dameron. En plus il est né sur Yavin 4, techniquement, qui a été filmé au Guatemala, le pays natal de Oscar Isaac, si je dis pas de bêtises. Donc c'était assez sympa, la boucle est bouclée. Du côté impérial, on avait Aiden Versio et Dil Meeko dans Battlefront 2, donc qui partaient dans un background un peu sombre, les troupes d'élite de l'Empire. Puis finalement, ils sont brisés par ce qu'ils font et ils vont changer de camp, comme par hasard, parce qu'on pouvait pas non plus avoir un jeu 100% sur des nazis de l'espace. Donc ils vont rentrer dans l'Alliance Rebelle et on rentre dans un autre trope qui m'est inspiré par Jeff Lemire et sa très bonne BD qui s'appelle Trillium, si je dis pas de bêtises, où il me semble que les deux personnages, c'est aussi une très belle histoire d'amour, disent avant j'étais brisé mais ensemble nous ne le sommes plus. Et je pense que là ça peut être le bon nom d'un trope, c'est-à-dire qu'on a un couple où en fait tous les deux souffrent et ensemble ils souffrent un peu moins, donc ça va. Voilà, on a fait des saloperies au profit de l'Empire, mais vu que maintenant on est en couple et dans l'Alliance Rebelle, tout est pardonné. N'hésite pas à la rejoindre, Alexandre B. Et passons de toute façon aux deux vrais couples potentiels, 3, je ne sais pas, en fait plutôt à l'absence de couple dans la postlogie. Et on va commencer par l'évolution de Han et Leia. Donc on nous présente un couple séparé ou divorcé avec l'enfant qui est source de problème, qu'on nous disait c'était pas spécialement non plus original. Et puis il y a cette phrase quand même intéressante dans The Force Awakens où ils expliquent qu'ils sont chacun revenus à ce qu'ils savaient faire de mieux. Donc Leia commandait la fameuse résistance et Han Solo était reparti faire du smuggling. Ce qui est bien pratique quand J.J. Abrams veut juste recréer le mythe, donc en fait tout le monde revient à la case départ et on redistribue les cartes. Mais est-ce que c'était pas aussi intéressant dans ce que ça racontait en tant que couple? Je vous laisse la parole. Effectivement, je trouve qu'il y a un côté très banal dans cette séparation et en même temps, vu que ils sont à peu près restés en bons termes, c'est presque rassurant justement dans sa normalité en fait. De se dire c'est presque un peu comme deux étoiles filantes qui se sont croisées à un moment donné et ça correspond au 4, 5, 6 et je chiale. Et voilà, en fait ils sont probablement pas restés ensemble très longtemps parce que Je crois que c'est ce qui est sous-entendu dans pas mal de trucs. Alors le problème c'est qu'on n'a pas une timeline et moi j'ai pas envie de m'intéresser à ça de toute façon. Désolé pour ceux qui s'intéressent à ça et qui nous écoutent, mais c'est vraiment pas la timeline et les trucs, les dates qui m'intéressent. Mais en termes d'indices, tout ce qui est post 6 et 7 te montre déjà, notamment Battlefront 2 dont on parlait tout à l'heure. Il y a un moment, il y a une mission avec Han Solo, il est tout seul, il a une espèce de barbe, il est un peu dans sa période un peu ronchon là, donc effectivement ils sont potentiellement restés très peu longtemps en fait ensemble en tant que couple marié et à l'aise avec leur enfant surdoué quelque part aussi. Donc voilà. JB, tu bouillonnes. Non, pas spécialement, mais en fait, moi, la réécriture du personnage d'Han Solo m'a vraiment dérangé dans le set, en fait. Et c'est vraiment de la redite par rapport à son évolution dans la première trilogie. Donc, autant je comprends le cheminement de Leia, autant je trouve que Han Solo, c'est vraiment de la redite. Donc, je trouvais ça un peu dommage par rapport à leur relation où tu sens que Leia, elle a quand même évolué. Il lui est arrivé des trucs, elle est repassée générale, donc elle reste idéologiquement accrochée à ses valeurs, elle se bat encore pour ses valeurs, alors que t'as l'impression qu'Han Solo il a un peu tout abandonné, il est, comme tu dis, revenu à sa vie de brigand, mais sans vraie grande conviction, et ça, j'ai vraiment l'impression que ça sert juste le scénario en fait, l'évolution d'Han Solo, alors que l'évolution de Leia raconte autre chose. C'est pour ça que même s'il y a ces moments de tendresse effectivement entre les deux, que Leia elle sent quand il se fait tuer par Kylo Ren, tout ça, j'ai été un peu déçu en fait par l'évolution de leur relation, où je pensais qu'ils arriveraient à, même si on se doutait qu'ils allaient être séparés et qu'ils n'allaient pas être restés ensemble et que ça allait pas être la plus belle histoire d'amour de toute leur vie, tout ça, mais je sais pas, j'ai été un peu déçu par la manière dont était traitée leur relation dans le film. Quelque chose à ajouter, messieurs, dames? On retiendra aussi le fait qu'ils ont confié leur enfant à Luke aussi.
C'est-à-dire que je sais pas à quel âge tu donnes ton gamin pour qu'il soit entraîné comme un Jedi, mais je suppose que c'est assez tôt quand même. Ça veut dire qu'ils n'ont pas éduqué trop leur gamin. Plus ou moins sous-entendu par Solo quand il rejoint Leia dans la base et qui dit bon voilà désolé je t'ai pas été là, on n'a pas été là, et puis elle lui dit bah enfin en fait c'est pas tellement nous, voilà elle a été pervertie par l'influence de Snoke, on sait toujours pas comment d'ailleurs, mais ça peut être c'est la force. Bah non mais voilà à partir du moment où le mec peut parler et peut connecter des gens entre eux par la force, c'est possible. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu dommage pour l'évolution des deux personnages. J'en suis pas totalement satisfait du look à ce qui fait vraiment récupérer le Faucon Millennium. J'avais trouvé que c'était effectivement assez faible, et surtout comme tu dis JB, ça sert pas à grand chose en dehors de la pure fonction narrative, faire avancer le scénar, là où je crois qu'il est sous-entendu dans l'ancien univers étendu que justement le nouvel univers étendu, que Lando à un moment va le retrouver et lui dit mais gros ressaisis-toi, t'as lâché ton gamin et ta femme, qu'est-ce que tu nous racontes et tout, et qu'il s'engueule, que lui il va ouvrir des espèces de courses, et qu'il est dans des courses de rallye hyper dangereuses, Han Solo et ce genre de trucs. J'aurais limite aimé voir ça, genre tu retombes sur un Han Solo limite alcoolique, c'est en train d'essayer de se flinguer, tu vois, de se foutre en l'air avec son vaisseau, enfin... Bah là, tu vois, tout de suite, c'est plus intéressant pour l'évolution du personnage, quoi. Qu'il est vraiment sombré dans une grosse dépression et pas juste « Oh bah je reviens à ce que je faisais avant », quoi. Que son gamin, maintenant, c'est devenu un putain de fasciste qui génocide des villages, quand même. T'as de quoi pas être fier de tes enfants. Franchement, moi je le vois carrément, j'aurais bien vu en mode genre trop déprimé, dépression, et puis c'est... Au final, l'épisode de la dépression, c'est avec Luke et ça s'appelle The Last Jedi, donc on n'a pas tout à fait tout perdu. On peut parler aussi de... Alors, on va pas parler de Finn et Poe, on va pas parler de Rey et de Finn, on va pas parler de tout ça, parce que pour l'instant, c'est de l'ordre de la fanfiction, et je vous invite à écouter 2 épisodes en arrière, notre épisode sur la fanfiction. N'hésitez pas à le partager si vous l'avez kiffé. Bref, on va parler des couples, là aussi avec des guillemets un petit peu affichés. Alors très clairement, je pense qu'il y a une romance ou un truc ou une bromance, une amitié qui naît entre notre ami Finn et Rey. Je pensais pas à Poe pour le coup, parce qu'il y a quand même un truc, il y a quand même un build-up, et aussi dans la mise en scène, il y a des gens qui ont remarqué à l'époque de The Last Jedi que la première fois qu'il fait un câlin à Rey, ils ont tous les yeux ouverts en mode merde, qu'est-ce qu'on est en train de faire, parce que ce sont 2 personnes qui ont grandi seules et qui sont pas habituées au contact physique, et que la deuxième fois quand ça arrive là aussi dans The Last Jedi, cette fois ils sont en mode ils se prennent dans les bras et leurs yeux se ferment, etc. Donc c'est vraiment de la symbolique de comptoir, mais je trouve ça sympa. Et donc du coup c'est pas du comptoir, arrêtez de juger si péniblement les films, mais je voulais quand même surtout parler du bisou de Rose Tycho à Finn, qui peut-être propose une nouvelle version en fait du couple, et c'est-à-dire un nouveau triangle amoureux. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que c'est pas avec les personnages introduits dans le premier épisode, parce que ça aurait pu être entre, si on suit le modèle trilogie, Poe, Finn et Rey. Bon. Mais effectivement, là, Rose a été rajoutée par-dessus tout ça, et du coup a l'air de bien kiffer Finn, qui lui a l'air assez indifférent, peut-être parce qu'il est amoureux de Rey, ou peut-être qu'il est amoureux de Poe. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette espèce de note qui pour beaucoup arrive comme un cheveu sur la soupe dans le film, et je pense que c'est assez vrai, mais en même temps je trouvais que ça racontait quelque chose d'assez actuel et d'assez moderne, que ça peut de présenter une relation un peu qui se concentre que sur un côté, et c'est vrai que tu vois que Rose développe cette affection pour Finn et qu'elle la rend pas forcément, et que ça crée quand même un moment assez tragique, enfin je trouvais assez intéressant dans ce qu'il racontait. J'ai pas spécialement apprécié cette scène. En fait j'ai un peu de mal à voir où est-ce qu'ils veulent nous emmener avec cette relation, même si elle n'est pas réciproque, et je pense qu'en fait le plus important ça va être qu'est-ce qu'ils vont nous montrer après, c'est-à-dire comment est-ce que les personnages vont réagir, que ce soit Rose et Finn ou les gens autour, qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi. Est-ce que ça va être bien géré ou pas? J'ai surtout peur de ça, mais pour moi c'était assez clair que c'était pas réciproque pour le coup. Enfin, j'avais vraiment l'impression de la manière dont c'est joué et mis en scène que Rose aime Finn, mais que l'inverse n'est pas vrai. Je sais même pas si Rose aime Finn ou si c'est juste en fait une déclaration qu'elle lui fait, mais pas une déclaration d'amour, juste une déclaration de vie en fait, parce qu'elle vient de lui sauver la vie alors qu'il voulait se suicider. C'est la première fois où Finn il arrête de fuir en fait,
et il décide de faire des choses pour aider les gens à part lui essayer de se barrer, c'est plus j'ai l'impression que Rose lui dit attends, maintenant tu te bats pour l'Alliance Rebelle, regarde, t'as des choses encore à découvrir dans le monde et pas juste te suicider pour rien. Et je le vois plus comme ce côté-là où en fait Rose elle veut pas être avec Finn, elle veut juste lui dire bah reste vivant et t'as encore des choses à découvrir. C'est une super interprétation. Je l'ai jamais vu comme ça, et pourtant j'ai revu The Last Jedi bien plus de fois que je l'ai vu solo. Pierrot, un avis là-dessus ? J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Ok. Est-ce qu'on peut rentrer dans le domaine de avec qui Rey va finir et quelque part aussi comment l'absence de couple autour de Rey et de love interest raconte quelque chose en fait. Aussi dans son actualité. Alors moi je trouve que ça va vachement. Si J.J. Abrams ne revient pas dessus, mais je reste persuadé qu'il ne reviendra pas dessus, c'est super cohérent avec cette idée de... J'ai envie d'utiliser ce Spider-Man Into the Spider-Verse pour défendre la postlogie, mais je vais le faire. Everyone can wear the lightsaber, note de masque, mais vous avez compris l'idée, c'est que chacun peut être le héros de la saga Star Wars, y compris du coup une jeune femme pour la première fois de l'histoire de la saga, mais aussi au sein de cet univers, une inconnue. Et du coup, une inconnue, elle n'a pas aussi un grand destin de épouser un prince qu'elle aurait techniquement un prince, ou un soldat héroïque que peut être Poe, ou une sorte de fasciste repenti. C'est vrai que Kylo Ren, c'est un prince Disney du coup. Exact, oui, tout à fait. Le meilleur. Et bref, je trouve que c'est super cohérent avec le message global de ces 3 films. Maintenant, est-ce que c'est pas un manque à gagner aussi pour eux? Est-ce que ça sera quelque chose que vous attendez à voir ou à être résolu dans Star Wars 9? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Parce que je crois que Daisy Ridley a déjà expliqué qu'elle avait pas envie d'un love interest pour Rey, ce qui est tout à fait honorable, mais c'est vrai que conflict is drama, comme disent les Américains, et que du coup, si t'as du conflit, ça va être la tension sexuelle ou sexuelle. On est dans Star Wars, on est dans du tout public, mais donc si t'as de l'amour, il peut y avoir des déceptions, il peut y avoir des pics d'émotions qui créent l'histoire. Après, il y a déjà du conflit par rapport à ça, mais c'est pas tellement une relation amoureuse avec Kylo Ren justement, où elle essaye de l'amener du bon côté et d'en faire un ami, parce que quand et du coup vous seriez pour poser la question plus simplement, est-ce que vous seriez pour un love interest ou il faut vraiment qu'il continue sur cette lignée? Je pense pas que... moi j'ai pas forcément envie de voir Rey en couple, et pour moi c'est un peu l'héritière du personnage de Luke dans ce sens là, c'est que je pense qu'il faut que ça reste cette figure un petit peu christique qui n'a pas besoin d'être en couple pour exister, pour se définir. Alors que toutes les autres femmes qu'on a vues dans Star Wars étaient en couple. La prélogie, la base, c'est un conflit amoureux. La trilogie originale, c'est un conflit, on va dire, paternel. Là, on peut se diriger vers autre chose pour créer du drama. Et c'est ce qu'il y a entre Rey et Kylo. Effectivement, on peut voir une relation amoureuse entre eux, mais on peut aussi ne pas la voir, en fait. C'est pas dit en fait qu'ils sont attirés l'un vers l'autre par ça. Ils sont attirés mais par la force et parce qu'ils sont chacun dans leur camp, mais il n'y a pas de... Je dirais pas qu'il y a une tension sexuelle en fait entre les deux, il y a une tension. Mais bon, elle est sexuelle parce que Kylo Ren il est torse nu, mais c'est tout. Ouais, et puis aussi parce que ils ont été assez malins pour te permettre d'y voir ce que t'as aussi envie d'y voir, quoi. Mais effectivement, moi aussi je serais en faveur, ou plutôt en défaveur d'un couple à base de Rey. Par contre, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous Stormpilot l'ensemble. Je crois que, on a fait le tour. J'avais noté quelque part, puisque la trilogie, la postlogie, comme on l'appelle, parle de personnages en perte de repère et que le couple est une forme de repère. L'idée que l'héroïne principale de cette trilogie ne soit pas en couple est une nouvelle fois très cohérent. Et sur ces belles paroles, on va tranquillement passer à la petite conclusion. C'est du beau boulot ce décollage, non? Vous savez qu'il m'arrive encore de m'épater moi-même. Mais qu'est-ce que vous projetez de faire maintenant? Boire un verre? Et ensuite? La fête est terminée. Plusieurs Botans sont morts pour nous fournir cette information. J'aimerais voir un peu d'optimisme ici. Ça, c'est ce qui s'appelle une course de modules.
finir ce podcast, je vais passer à l'étape du quiz. Car oui, je vous ai demandé sur Twitter, chers auditeurs et auditrices, quels étaient, au pluriel, vos couples Star Wars favoris. Et vous avez été nombreux et nombreuses à nous répondre. Et ça, j'ai plutôt apprécié. Donc déjà, merci. Et ensuite, je pense que mes invités n'ont pas fait des recherches aussi poussées, mais moi, j'ai été relever vos différents avis. Et je les ai notés, compilés, calculés. Et désormais, je suis en mesure, grâce à ce petit échantillon, d'élire le couple le plus populaire de la saga Star Wars et de faire deviner à nos invités les 3 couples les plus populaires de la saga. Qui veut se lancer? C'est que des couples? Oui. C'est que les couples visibles à l'écran? Oui. À l'écran ou sur d'autres médias. Attention. Il y a JB qui est chaud. Moi, vu que je connais nos auditeurs et je sais qu'ils sont un peu fous, je pense qu'il y en a un certain nombre qui a répondu R2D2 et C3PO. Alors, t'es pas loin, parce que je crois que c'est le 4e. Ex-aequo avec... Ah non, c'est pas le 4e, c'est le 3e. Donc du coup, j'ai pas dit ex-aequo avec qui, mais il y a ex-aequo avec quelqu'un d'autre. Moi, je dirais Solo et Leia. Pour le premier. Ouais, c'est bien ça. Donc on a le 1, on a l'un des 2, 3, et il reste le 2. Rey et Kylo, non? Alors Rey et Kylo, techniquement, est arrivé... alors c'est aussi encore un 3e ex-aequo, donc il y a exactement le même nombre de votes. Donc, et c'est d'ailleurs, alors je l'avais mis à part, c'est pour ça que j'ai eu du mal à le retrouver dans ma fiche, c'est que j'ai mis les couples officiels entre guillemets, mais en tant que couple officieux, il s'inscrit quand même à un nombre de votes assez balèze. Donc bravo à vous les fans de #Reylo. Allez, il y en manque un, et il y en manque même 3. Hera et Kanan. Hera et Kanan est le 2e couple, ex-aequo avec un autre couple. Waouh. Waouh. Padmé et Anakin. Padmé et Anakin sont 3e, donc là t'as trouvé le 2e, 3e. Et il reste un 2e ex-aequo dont on a parlé dans ce podcast. Ah, C3P... Non, tu l'as dit on vient de le dire. La mère d'Anakin. Non. Merde. Pensez truc qui a eu le temps d'être populaire. Ah mince, parce que j'allais dire Afra, mais non. Truc qui a le temps d'être populaire? Non. Cheveux roux? Mara Jade et Luke. Exact. Comme quoi, ça a quand même laissé une petite empreinte. Donc pour vous refaire un petit podium, eh bien, nous avons Anne et Leia au sommet, suivis de très près par Hera et Kanan, qui m'ont été décrits dans des termes très superlatifs, ma foi, donc je pense que vous les aimez beaucoup. Ex-aequo avec Luke et Mera. Désolé. Le crossover avec Aquaman. Mara. Et en 3e ex-aequo, nous avons donc Anakin et Padmé, et C3PO et R2D2, car vous êtes des grands malades dans un cas comme dans l'autre. Et vous, chers invités, quel est votre couple préféré si vous ne deviez en garder qu'un? Anne et Chewie. Oh. Bien joué. Anne et Chewie, il y a une fois quelqu'un a voté Anne et Chewie, il est sur ma liste. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Allez, un couple préféré, même un couple fictif, hein, si on a envie de s'en inventer un. Moi forcément un coup de cœur pour le Storm Pilot. Hein. On croit en toi, Gigi. Ok. Ne sois pas trop déçu, Constance. Pierrot. Moi j'aurais dit Anne et Leia, parce que c'est celui que j'ai le plus vu. Du coup, quand c'est magnifique, cassette. Ah oui, mais les fameuses cassettes. Les fameuses cassettes. Et si je devais terminer ce petit festival de top, eh bien je dirais que mon couple préféré est Eran. C'est peut-être le nom du hashtag de fanfic, mais en tout cas, Kenan et Hera, je vais y arriver. Bref, on retrouve, on l'a dit dans cet épisode thématique, j'espère qu'il vous avait plu par ailleurs, mais un certain nombre de clichés dans les couples Star Wars, et donc en ultime question, j'aimerais savoir ce que vous aurez envie de voir un petit peu pour sortir des sentiers battus, et comment éventuellement ça pourrait changer Star Wars. Alors, je pense, je veux pas t'ôter les mots de la bouche, Phobos, mais que le couple queer et la diversité que ça apporte pourrait être ton choix. Tout à fait. La beauté du choix étant qu'il suffit de faire une série Dr. Aphra
et d'adapter sa relation pour répondre à ce besoin. Ben oui, par exemple. Ou créer des nouveaux personnages. Ça suffirait, ou créer de nouveaux personnages, effectivement. Enfin, on espère que les nouvelles séries qui vont nous sortir seront l'occasion de mettre en scène des personnages queer. Très bien. JB, Pierrot, une idée. JB a une idée. Alors à chaque fois, Star Wars, on se concentre sur des personnages qui ont des destins extraordinaires, mais je trouve qu'on n'a jamais en fait eu juste une vraie famille fonctionnelle à l'écran, ou juste un couple avec des enfants, juste où ça va en fait, des gens qui vont bien. Moi j'aimerais bien juste voir des gens qui vont bien dans Star Wars. Ça n'existe pas dans Star Wars. Simple. Pierrot. Plus de Jedi et plus d'espions. Mais ouais, s'il vous plaît. Plus de Jedi et plus d'espions. Et pas les deux en même temps, parce que ça s'est fait aussi. Ouais. Mais ouais, non, mais comme disait JB, un truc normal, quoi. Enfin, après, il y en a eu des relations, entre guillemets, normales, quoi, entre eux, genre, comme tu sais, Wedge et j'ai oublié son nom, malheureusement, mais... Leia. Ok. Comme Leila. Qui sont à peu près normales, même si, bon, c'est toujours pendant la guerre, et voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas, t'as pas de couple tranquille qui vit sur Coruscant, sa vie normale, qui fallait au théâtre, et puis voilà, tranquillement, quoi. Et puis bon, même si j'ai dit que mon couple préféré c'était Anne et Chewie, j'aimerais bien qu'un jour Chewie il ait quelqu'un quand même. Parce que bon, au bout d'un moment, c'est le meilleur ami de Anne, et puis après, c'est la nounou de Rey, il fait le chauffeur Uber pour elle, mais ça serait bien qu'il lui arrive des trucs un peu sympas à Chewie. On sait qu'il a eu potentiellement des aventures avec Mass Canada, qui a eu des aventures avec tout le monde visiblement, mais qui du coup n'est jamais présenté comme un couple, mais qui aurait pu un petit peu rentrer dans toute cette thématique là. Pour ma part, moi j'aimerais bien en fait avoir peut-être un mix, genre moi j'ai pensé à un exemple beaucoup plus précis. Je me suis dit, dans un Mandalorian il y aura sans doute une cantina, et ça me ferait triper de voir un truc qui est à la fois très Star Wars, c'est-à-dire un couple qui ne serait pas composé que d'humains. Donc par exemple avoir un humain et un alien, ce serait marrant. Et à la fois très Star Wars donc, mais aussi à la fois très français. C'est-à-dire que j'ai très envie de voir le côté boulanger-boulangère de Star Wars, au boucher-bouchère, mais dans une cantina, tu sais, avec une espèce de, je sais pas, le mec par exemple un mec humain tout à fait normal qui sort avec une espèce de hutte gigantesque, tu vois, qui tient la cantina et qui lui gueule dessus en permanence ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas, ça me ferait triper. N'importe quel alien chelou avec un humain particulièrement normal. La culture française. Voilà, la culture française, s'il te plaît, John Favreau. N'hésite pas, j'ai des idées. Bref, merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. Je crois qu'il fait tout juste 1h30. Toujours 1h30 de passion, de rire, de recherche. Pour les récompenser, n'hésitez pas à nous donner un max de datari non républicaine, mais nous prenons aussi les partages sur les réseaux sociaux tels que Twitter ou Facebook ou d'autres que vous utilisez peut-être mais que je ne connais pas. MySpace, Skyblog, toute la galaxie HoloNet est validée par la contrebanderie, je vous l'assure. Bref, n'oubliez pas de soutenir la page Outrider sur Facebook, la page Outrider sur Twitter, c'est plutôt un compte, donc on va dire le compte Twitter sur Twitter de Outrider, ça fait beaucoup de heures, mais vous avez compris. Si vous avez 1 heure d'appel chaque jour, n'hésitez pas à réécouter les épisodes précédents pour booster les stats, à harceler le PDG de... Non, j'incite au harcèlement, faut pas que je fasse ça. Donc arrêtez d'harceler les gens, c'est déjà pas mal. Mais éventuellement, si vous connaissez quelqu'un qui travaille chez Deezer, vous pouvez lui dire gentiment autour d'un café que vous lui avez payé, donc le contraire du harcèlement, que on pourrait peut-être être sur Deezer et ça serait sympa de nous répondre. Et aussi, vous pouvez partager. C'était pas du harcèlement, c'était de la corruption, là. Oui, écoute, au moins tu gagnes un café. Au moins tu gagnes un café. Je veux dire, c'est de la corruption, mais les pots de vin, ça peut faire plaisir. Un petit bâton de la mort, un petit café, un Frident. Oh, placement de produit. C'est pour vous dire à quel point on n'a pas besoin d'argent en fait. Hein. Non, mais vraiment, on a besoin de vous. Hein, je le répète, en 2019, il y a des beaux épisodes qui arrivent. J'ai acheté un making-of d'un certain film pour pouvoir vous préparer cet épisode sur la menace fantôme avec le plus d'informations possible. Je vais loin pour vous. J'aimerais être récompensé en termes de statistiques. Le mec va revoir la menace fantôme 5 fois dans le même jour. Non, mais on fait ça bien, comme on dit dans le milieu. Et donc n'hésitez pas à nous le montrer. Je sais que c'est un petit peu chiant comme discours. Et c'est à la fois à chaque fin de podcast et vous entendez la même chose. Mais bref, si vous êtes en mesure de le faire, et je ne pense pas qu'un petit clic soit hors de votre portée, n'hésitez pas à le faire. Nous, ça nous aide beaucoup. C'est le carburant qui fait... Non, je voulais faire une peau, mais bref, c'est l'étincelle qui allumera le feu
qui lancera ce réseau social Outrider où on ne parle que de Star Wars. Non, l'idée c'est surtout de faire des podcasts qui marchent et qui vous intéressent. J'ai bien pris note de vos votes sur la question des invités, parce que j'ai fait un petit sondage Twitter. On avance sur la question des jingles et rendez-vous dans 2 semaines pour un podcast news où on aura peut-être ou peut-être pas le titre de Star Wars 9, mais déjà des premiers leaks à discuter, des costumes, des sets Lego des 20 ans, il y a pas mal de trucs à se mettre sous la dent et on espère quand même avoir le gros poisson d'ici là puisque on sera quand même début mars. Bref, d'ici là, on vous fait plein de bisous et que la force soit avec vous. Bisous. Des bisous. Puis joyeuse Saint-Valentin. Bah oui, on a oublié de le dire. Plein d'amour. Ouais, plein d'amour, plein de... Avec un peu d'entrain. Avec un peu d'entrain. Eh bien, Votre Altesse, c'est l'heure des adieux. Oui, je crois. Surtout, ne me remerciez pas tous à la fois. Alors, t'as eu ton fric et tu tires ta révérence? Si on réussit à éviter que les bonnes femmes s'en mêlent, on devrait pouvoir se tirer de là. Oh, tu fous la merde partout. Ne m'énerve pas, petit gars. Prends ta pelle et ton seau et va jouer. Allez, on